Tu regrettes d'avoir quand même tenu ces propos qui décrivaient le réel, selon toi. Aujourd'hui, tu ne les tiendrais plus. Enfin, tu les tiens de facto, mais ce que je veux dire... Sachant les conséquences et les effets que ça a eu, oui, je le dirais pas. Même si je suis désolé, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je ne regrette certainement pas ce que j'ai dit sur l'histoire de mon fils à Torcy, ni encore une fois que j'ai dit dans son intégralité sur les Noirs en équipe de France. Puisqu'encore une fois, et merci d'avoir passé ces 2 extraits, je dis à la fin, c'est normal, ça me pose aucun problème, c'est normal, c'est les meilleurs qui jouent. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je me dis que c'est très facile d'être de gauche quand t'es multimillionnaire. C'est s'acheter une virginité à pas cher. Toi, t'es pas multimillionnaire, non? Non. C'est peut-être pour ça que je suis pas de gauche. Mais non, oh là, non, je suis pas multimillionnaire. Tu me posais la question sur comment j'avais vécu Sarkozy en prison. Très mal. Très mal. T'es resté en contact avec lui? Alors, je suis plus en contact avec son fils, Louis, maintenant. Moi, j'oublie pas quand on m'a fait du bien. C'est un de mes traits de caractère principaux. J'oublie pas que quand j'ai été greffé, il m'a appelé à l'hôpital. Honnêtement, si j'avais été à Paris, j'aurais été lui dire au revoir le jour où il a été à la santé. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Incorrectibles. Alors, après Michel Onfray et Éric Nolot, cette semaine, c'est un nouvel invité. On baisse de gamme. Alors là, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais non, je suis sûr qu'on va pas baisser en termes de niveau. En tout cas, en termes d'audience, je suis sûr qu'on va même surperformer. Bon, là, vous m'avez un peu spoilé l'identité de mon invité puisque je reçois donc quelqu'un qui est déjà venu dans Les Incorrectibles. C'était à l'époque où cette émission était diffusée sur Sud Radio, et puis que j'ai eu l'occasion de recevoir dans une autre émission que j'anime, donc que je connais bien, qui s'appelle Bistro Liberté, sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle TVL. C'était donc il y a 2 mois, et il est donc revenu sur l'expérience de son fils au club de Torcy. Il avait alors décrit ce qui était, selon lui, la réalité du football français. Il affirmait aussi, et c'est donc l'un des propos dont on va évidemment reparler, qu'il y avait, je cite, 11 Noirs en équipe de France. Au crime ou pas de dire cela, on va en reparler. Des propos qui avaient largement été relayés et qui lui avaient d'ailleurs valu insultes et menaces. Alors avec lui, on va donc bien sûr reparler donc également de ce racisme. Est-ce qu'on peut encore dénoncer ce racisme-là, le racisme anti-blanc? Est-ce qu'on peut encore décrire le réel? Est-ce qu'on peut encore dire, on va dire d'une manière libre, ce que l'on pense dans les médias? On va parler bien sûr du service public aussi, on va parler d'idéologie, mais on parlera aussi de politique, des thèmes qui montrent à quel point la France est nerveuse en ce moment, fracturée et impossible à apaiser dès qu'on aborde certains sujets. Vous l'aurez évidemment reconnu, mon invité de ce soir vient donc reparler à cœur ouvert de tous ces sujets avec nous. On va, je l'espère aussi, lever s'il y en avait des malentendus, peut-être entre nous d'ailleurs, puisque je tiens à le dire qu'il avait toujours accepté de venir dans mes émissions, et donc je considère qu'il m'avait soutenu, et donc je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus. Il est journaliste sportif, chroniqueur également, on ne le présente plus. Bonsoir, cher Pierre Ménès. Salut Eric. Bon Pierre, on va pas se mentir, on va peut-être se tutoyer parce que évidemment on va pas mentir aux gens, il y a une grosse hypocrisie avec ça dans les milieux médiatiques où on feint de se vous voyez de pas se connaître, alors que en temps normal pour la plupart on se tutoie et on se connaît. Pierre, d'abord je te remercie d'avoir accepté de revenir. J'ai pas l'habitude de réinviter aussi rapidement des invités que j'ai eus, et encore moins de les réinviter pour éventuellement revenir sur des émissions auxquelles ils ont participé un peu plus tôt. Mais écoute, avec toi, je voulais le faire parce que, évidemment, donc on va tout de suite
mettre les pieds dans le plat. On va revenir sur cette polémique suite à ta venue dans cette émission Bistro Liberté que j'anime donc sur la chaîne YouTube TVL. Donc c'était en septembre dernier sur le plateau donc de cette chaîne. Tu avais donc affirmé qu'en équipe de France, il y avait, je cite, 11 noirs, un extrait qu'on avait donc diffusé sur les réseaux sociaux, qui avait été largement repris, donc évidemment sur ces réseaux sociaux, également dans les médias, et évidemment qui avait entraîné ce qu'on peut appeler une shitstorm, ou en tout cas une véritable tempête, et donc qui m'avait en effet... évidemment, sur le moment, on va pas non plus se mentir. Après, je te promets, je te laisse parler. Mais c'est vrai qu'on fait des émissions comme quand on écrit des livres avec le but et l'espoir que ça soit vu par le plus grand nombre. Donc, c'est vrai qu'au début, je vais pas faire l'hypocrite, j'étais content du buzz qui était en train de naître. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, je crois d'ailleurs t'avoir eu au téléphone, tu t'en souviendras à ce moment-là, j'avoue que je m'étais un petit peu inquiété pour toi parce que on va avoir l'occasion de leur dire, mais je sais foncièrement que tu n'es pas raciste et que, en effet, eh bien, parfois des tempêtes médiatiques comme celle-là peuvent quand même, si on n'est pas solide et fort, avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques et désastreuses. Il y en a d'autres pour lesquelles ça a eu ses conséquences. Donc, première question, avant qu'on reparle concrètement de ces extraits, de ces propos, comment vas-tu d'abord ? Je vais plutôt pas mal. Sur le plan de la santé physique et mentale. Alors, je devais me faire opérer du genou, me faire poser ma prothèse du genou en octobre. Comme ma femme a été opérée en urgence d'une péritonite aiguë et qu'elle a eu une longue convalescence, et que moi, si je me fais poser une prothèse du genou, je suis pas autonome pendant 6 semaines, j'ai repoussé cette opération au mois de mars. Mais sinon, ça va plus, au niveau santé, au niveau des greffes, ça va plutôt très bien. D'accord. Alors, donc, sur le plan, c'était plus sur le plan aussi psychologique que je te demandais ça. Par rapport à cette histoire. Ça a été violent, quand même. Ça a été violent. Alors, ce qui est assez étonnant, on ne pas dire très violent, parce que tu m'as dit que tu avais quand même, on va dire, dans le cœur de la tempête, tu m'avais dit que t'étais parti à l'étranger, je crois. C'est-à-dire que la vidéo de l'émission sort, et moi, je pars au Maroc, invité par l'organisation, puisque la Coupe d'Afrique des Nations va avoir lieu en décembre et en janvier prochain au Maroc. Et c'est quand même surprenant pour quelqu'un qui serait raciste. Et la Coupe du Monde 2030 aussi. Et donc j'étais à Rabat au moment où tout ça a explosé. Et on t'en a parlé jusque là-bas ? C'est-à-dire que j'ai les réseaux là-bas. Donc non, mais on en parlait là-bas, c'est ça qui est intéressant, avec les réseaux Internet. Les Marocains, ils en ont rien à foutre. Mais rien. Et alors, tu sais, moi, quand je parlais à ça, les Marocains me disaient, mais vous savez pas les problèmes qu'on a avec les Marocains de France qui viennent foutre le bordel au pays et qu'on est obligé de mettre en prison. Donc, il y avait pas de débat là-dessus. Non, moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai des footballeurs, dont un qui me semblait être très proche de moi, c'est Bafé Gomis, qui m'a écrit de façon assez virulente sur Instagram, Djibril Cissé qui m'a insulté sur Twitter et qui m'a bloqué juste derrière. Gomis a écrit même sur X aussi, il a dit « Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement. Appeler à la haine, à la division est indigne. La force de l'équipe de France, 2 fois champion du monde, c'est sa diversité. Les choix d'un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau. » Voilà ce qu'il avait dit. Alors, on a le droit aussi de pouvoir... ne pas avoir compris forcément ce que tu disais. Ne pas avoir compris, ne pas avoir entendu l'intégralité de ce que j'ai dit. Surtout, je pense que le vrai problème de cette émission, c'est l'extrait. Si tu le veux bien, justement, on va rappeler ce qui s'est passé. D'abord, l'émission, rappelons entre nous, elle s'était très bien passée. Enfin, on avait... oui, alors après, on me dit que j'ai été sur une chaîne d'extrême droite. Ouais, mais alors ça, tu sais bien qu'on est tous d'extrême droite. Il me semble que sur les invités, il y avait 4 invités. Il me semble qu'il y en avait. Il y en avait même un qui était, je crois, écolo. Il y en avait un avec son rat. Il y avait le youtubeur ou l'influenceur. Recta Bibian, qui est d'origine arménienne. Oui, l'autre. Il me semblait pas être sur un plateau d'extrême droite, ni être tombé dans un guet-apens fascisant. Voilà, donc effectivement, je ne sais plus pourquoi la conversation arrive. Non, mais j'assume, moi, de t'avoir au milieu de tous les sujets qu'on abordait,
à un moment donné, je t'ai interrogé sur le football et en effet sur cette séquence que tu nous as rapportée, puisque voilà, on va donc, si vous le voulez bien, d'abord on va tout est parti d'un tweet. Alors si tu veux bien, je vais te le montrer, on va le voir à l'antenne. Voilà le tweet en question. Mon fils de 11 ans a arrêté de jouer au foot après 3 entraînements. Dans l'équipe, il n'y avait que des Maghrébins et des Noirs, c'est la réalité du football français. Et avec un extrait. Ce tweet, donc, et c'est pour ça que moi, de manière aussi solidaire avec TVL, pour évidemment, j'espère même pas te convaincre, te dire et le réaffirmer au effort qu'il n'y avait aucune volonté malveillante de notre part, ce tweet, il n'était pas fait pour mettre l'accent sur ce que tu disais sur l'équipe de France. Il était pour mettre l'accent sur ce que tu dénonçais. Ce qui est fou, c'est que tu as été taxé de raciste, alors que justement, tu dénonçais un racisme dont aurait été, je parle au conditionnel parce que c'est évidemment quelque chose que tu dis toi, mais dont aurait été, selon toi, victime ton fils. Donc, j'ai jamais parlé de racisme, hein. J'ai parlé d'exclusion. Bon. Mon fils a été exclu mais là, du groupe. Pas sur les mots, c'était une sorte de... Tu dénonçais pas le racisme anti-blanc, quand même, à travers ça? Pas nécessairement. Alors, tu sais quoi, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder cette séquence qui était l'objet donc du premier extrait à partir duquel tout a flambé. On regarde et tu réagis juste après. Sur les Blancs? Sur les Blancs, oui. Sur les Blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement, il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Et même, faut dire les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. J'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu n'y vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Voilà, donc l'objet de cet extrait, avant que tu réagisses, c'était essentiellement pour TVL et pour solidairement pour moi, d'extraire de cette émission une séquence, en effet, où tu dénonçais ce qu'avait été, selon toi, l'objet de l'exclusion. En tout cas, tu dénonçais ce dont avait été victime ton fils. Et en effet, à la fin de cet extrait, l'extrait se termine avec ce que tu dis de l'équipe de France, et ça se termine, on va dire un peu brutalement, sur juste ce côté... il n'y a que des Noirs, ou en tout cas, il y a que des Noirs ou 11 Noirs en équipe de France. On peut réécouter les propos. Et en effet, derrière, tu as dit autre chose. On va y revenir après. D'abord, sur cet extrait, tu me parlais que c'était pas de racisme. Il était exclu à quel titre, alors, selon toi, ton fils? Je peux pas dire, parce qu'il était différent. Alors les gens, dans les réactions, me disaient, ouais, mais ton fils était nul. Je dis, mais quand je dis qu'il lui disait... D'ailleurs, il y a même des gens qui ont dit, d'abord, ton fils, il n'est jamais allé à ce club. Oui, il y a même un éducateur de Torcy qui a dit, oui, on a vérifié, il n'a jamais eu de licence. Donc le mec comprend pas le français, il n'écoute pas ce que je dis, puisque je dis qu'il y a été à 3 entraînements. J'ai jamais dit qu'il avait pris une licence. Ça, c'est... les gens justifient comme ils veulent. Les gens me disent, oui, mais il était nul. Je dis, mais quand tu dis pas bonjour à quelqu'un, c'est pas écrit sur sa tronche qu'il est nul. C'est-à-dire, tu lui fais, ou alors tu lui fais un procès d'intention par rapport à sa tronche, ce qui est encore plus grave. Mais ce que je trouve quand même fort de café dans cette histoire, c'est que c'est mon fils qui a été exclu
c'est mon fils qui a été mis de côté, et c'est moi le raciste. Parce que bon, moi j'ai pris un shitstorm, mais mon fils qui est sur aucun réseau, il en a pris plein sa gueule aussi. Hein. Incroyable. Ça, faut le dire. Donc, ouais, c'est... En plus, cette histoire, je l'avais sortie mot à mot sur CNews quelques années Alors, avant. c'est ce que j'ai vu, à mon plus grand étonnement, c'est incroyable, c'est que je crois 2 ans plus tôt, t'avais Non, beaucoup plus que ça. Ah d'accord. T'avais rigoureusement mais quasiment mot à mot la même chose. Donc, comment t'expliques que ce qui n'avait pas occasionné une shitstorm il y a quelques années, en 2025, occasionne cette shitstorm? Je pense que c'est l'enchaînement que je fais en disant, d'ailleurs, en équipe de France, il y a que des Noirs. Ce qui fait que c'est vrai que le raccourci n'est pas extrêmement habile. Alors, on dit bien, tu le vois bien, et j'espère que enfin, c'est même pas être convaincu, puisque c'est une réalité. Il n'y avait aucun montage. TVL n'a absolument rien monté des propos, mais en effet, c'est le propre des extraits. Bon, ça, malheureusement, mais on connaît quand même le jeu des médias. C'est aussi, quand on fait une émission de 2 heures, il est évident que sinon, à chaque fois, il peut y avoir quelque chose qui suit, qui peut justifier qu'on aille plus loin. Donc, en effet, alors c'est là où l'honnêteté m'oblige évidemment à dire que derrière cela, nous avions donc d'ailleurs refait un second tweet. Malheureusement, en effet, ce second tweet n'a pas eu la portée du premier, compte tenu de l'ampleur de ce qui s'était passé. La direction générale de TVL, et je crois que c'était même aussi Martial Bill, à l'époque était le directeur général, avait fait un tweet de soutien, en tout cas, rappelant que, en effet, c'était pour dénoncer un racisme que tu avais été ce qui était dingue, paradoxalement accusé de racisme, donc ça c'était absolument fou. Et en effet, il y avait eu un second tweet, donc on va le voir pour être tout à fait complet. TVL avait sorti un nouveau tweet qui était: Pierre Ménès, ancien journaliste sportif de Canal+, a déploré le manque de joueurs blancs dans le football, selon BFM TV, puisque en effet BFM TV s'était réapproprié en effet cet extrait. Et on avait rajouté aussi Pierre Ménès, l'équipe de France, il y a 11 Noirs. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Et donc, TVL, dans cet extrait, avait précisé: nouveau flagrant délit des informations pour BFM TV. Et voilà l'extrait qui était donc, pour être tout à fait complet, ce qui suivait le premier extrait. On regarde et tu réagis. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain. Il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 Noirs. Moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Moi, de mon statut de spécialiste du foot, moi, il y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est que ce soit les meilleurs qui jouent. Mais aujourd'hui, si tu veux faire la meilleure équipe de France possible, il est beaucoup plus facile de la faire avec... Parce qu'il n'y a peut-être pas de blancs qui soient... Mais bien sûr qu'il n'y a pas de blancs. Hein, bien sûr qu'il n'y a pas de blancs qui sont au niveau. Voilà, donc là, on est tout à fait complet sur cette séquence. En effet, et ça, c'est évidemment te rendre, ne serait-ce que justice, tu avais, en effet, j'en suis le premier témoin, puisque c'était moi qui animais l'émission, tu avais juste après ces propos, immédiatement, précisé que ça ne te dérangeait pas et que la seule chose qui importait, selon toi, ce qui était normal, ce que j'ai dit également, c'était le talent des joueurs. Donc, en effet... C'est là que c'est évidemment triste et j'en suis désolé, je le dis, ça c'est vrai, j'espère que tu me crois sincère là-dessus, c'est qu'évidemment, si je te croyais pas sincère, je serais pas là. Voilà, je pense. Et évidemment, ce qui est malheureux, c'est que, cet extrait-là, quand on a voulu, venir en renfort pour débunker la chose, évidemment, il a pas été relayé, hein, on va dire les choses clairement. Et l'autre, c'est parti comme une flambée. Où tous ces joueurs, parce qu'il y avait aussi Djibril Cissé qui a dit qu'il était très déçu de toi, Pierre Ménès. On précise, que tu es très proche aussi de Kylian Mbappé, enfin en tout cas que tu l'as toujours soutenu. Alors, je le défends beaucoup parce que je trouve qu'il est attaqué de façon hallucinante en France sur à peu près tous les sujets. Il se passe pas une semaine sans qu'il y ait une polémique sur lui. Il avait réagi suite à ses propos? Pas non, du tout. Pas, voilà. Donc les gens qui te connaissent, c'est ça que j'aimerais. Bon, d'abord, cette séquence, donc les choses sont claires. Tu n'avais jamais dit, ce que d'ailleurs, je crois, ce qu'on m'avait dit aussi à TVL, j'en avais parlé avec la direction, c'est en effet de dire qu'il n'y a que, ça n'est pas dire, quoi qu'on pense, ça n'est pas dire qu'il y a trop. Non, mais je pense que dire qu'il y a de décrire le réel, est-ce qu'on peut encore l'écrasante majorité de joueurs noirs en équipe de France, je pense que c'est quand même
Même Gilbert Montagnier devrait pouvoir s'en apercevoir. Je veux dire, alors, il y avait un petit peu plus de blanc sur le dernier match parce qu'il y avait les deux. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont apostrophé en disant même que je crois que tu t'étais trompé parce que, pour le coup, excuse-moi de rentrer dans cette comptabilité, mais il faut être très clair. Il y a 12 joueurs, parce que je suis pas très foot, moi. 11. Dans une équipe, il y a 11 joueurs, c'est ça? Et il y en a aujourd'hui, selon toi, enfin, il y en avait 10, le match d'après, il y avait 10 noirs. D'accord. Il y avait donc. Il y avait Lucas Digne, arrière gauche. D'accord. Et enfin, je connais pas je te dis, je suis pas en fait, c'est le gardien de but, c'est quoi? Qui était blanc? Enfin, non, c'est l'arrière gauche. Ah, c'est l'arrière gauche, d'accord. Ok. Donc, il y a aujourd'hui, en équipe de France, à l'heure où l'on parle, si on doit, je sais que les statistiques ethniques sont théoriquement interdites, mais enfin là, c'est dur de les contester puisqu'il y a 10 personnes, c'est ça, qui sont, selon. Sur les 11, tu en as entre 9 et 10. Donc ça, est-ce qu'on peut encore dire c'est factuel? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un jugement, est-ce que c'est un propos raciste que de dire ça ou pas, selon toi? Enfin, Non, mais tu peux aussi remarquer qu'il n'y a pas un joueur noir dans l'équipe d'Argentine. Tu peux remarquer que, mais tu vois, là, par exemple, il y a Jude Bellingham en équipe d'Angleterre, qui est au Real Madrid, titulaire au Real Madrid, qui ne joue pas en équipe d'Angleterre. Il y a un ancien joueur anglais, Ian Wright, qui est noir, qui a dit que c'est parce qu'il était noir et qu'il ramenait trop sa gueule. Donc c'est un phénomène qui, je veux dire, la carte joker du racisme, c'est quelque chose de banal maintenant. Alors, comment t'expliques que ça ait pu créer une telle polémique? Parce que alors moi, je vais te dire, il y a deux façons de voir la chose. Comme tu le sais depuis mes histoires avec Canal+, je ne suis plus sur aucun média. Il y a des gens qui te veulent du mal, tu penses? Ça fait 4 ans. Non, mais c'est même pas ça. C'est que j'ai l'impression, à la suite de cette émission sur TVL, qui est, malgré tout le respect que j'ai pour YouTube, puisque j'y suis aujourd'hui, enfin, ce n'est, entre guillemets, que YouTube. C'est pas... c'est ça, parce que, soyons là encore factuels, c'était 200 000 vues à peu près, l'émission a fait 200 000 vues, et en impression, ce qu'on appelle les nombres de vues sur tous les autres réseaux sociaux, on doit être, à l'heure où l'on parle, pas loin des 20 millions. Ouais, c'est colossal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petits médias, d'ailleurs. Non, d'ailleurs, il n'y a plus de petits médias, et puis ça veut dire que, je veux dire, mais tout le monde s'est mis à reparler de moi. Pas en bien, mais tout le monde s'est mis à reparler de moi. Comme si mon avis... c'est-à-dire aujourd'hui, je suis presque voilà. Je suis presque un anonyme aujourd'hui, quoi. Je veux dire, je suis un clampin qui a une chaîne YouTube de 78 000 abonnés. C'est pas non plus, tu vois. La preuve que non, parce que ça veut dire. Non, mais la preuve que non. La preuve que c'est que médiatiquement, mon nom a encore du poids. Donc, je veux dire, c'était quelque part la bonne nouvelle du truc. Maintenant. Tu sais, entre la maladie, les accusations, le Covid, le procès, 3 jours après la mort de ma mère, j'ai, en termes de souffrance, depuis 10 ans, j'ai eu ma dose. Donc, c'est quand même quelque chose qui est passé, même si je ne te cache pas que ça a nui à ma chaîne YouTube, hein. J'ai eu une campagne de désabonnement. Je fais moins de vues aujourd'hui que je ne le faisais avant cette émission. Mais tu veux dire pour le reste, ça t'a pas trop meurtri? Non, ça m'a pas meurtri. D'abord parce qu'au fond de moi, je sais que je suis pas raciste. Je veux dire. Oui, parce que tu pourrais l'être à l'insu de ton plein gré. Mon grand-père a été le dernier juif arrêté par les Allemands à Tunis. Ma femme est métisse, mon beau-père est noir. Alors je sais très bien que c'est l'argument typique du raciste. J'ai un très bon ami noir et je m'entends très bien avec ma femme de ménage qui est portugaise. Mais bon. Si c'est ta femme, quand même, ou en tout cas ton beau-père, c'est quand même déjà un peu plus proche. Ah oui, c'est ça, quoi. Donc. Mais comment t'expliques alors aujourd'hui, parce que au-delà, parce que évidemment, on va parler d'autres sujets, c'est pour ça qu'on est ravis de te revoir aussi. Comment tu expliques qu'en 2025 tu vois, qu'on ait même besoin de voir, mais là encore une fois, on a fait un boulot qui est même pas un boulot de journaliste, de fact-checking, tiens, ce qui nous regarde beaucoup, les fact-checkers. Si on regarde, d'ailleurs c'est pour ça, tu n'as pas été, parce que ça a été quand même très loin cette histoire. Tu sais qu'il y a des députés de la France Insoumise, je crois que je t'avais envoyé. Il y a Soulet qui a fait un signalement au procureur. Oui. Donc à l'heure actuelle, tu n'es pas poursuivi en justice. Ah non.
L'affaire, parce que... Je pense que quand le procureur voit un courrier d'arriver de la part d'Ercilia Soulet, il fait 3 points dans la poubelle direct. Mais bon... Non, mais c'est ça qui est fou. C'est comme tu dis, la portée est populaire, on sait que tu l'as, mais que cette histoire, enfin que cette séquence ait fait l'objet déjà d'une navette, j'ai envie de dire, à l'Assemblée nationale, de députés qu'on fait un signalement au procureur. Encore une fois, je veux dire, il y avait qu'à faire un boulot de fact-checking. Aucun des propos tenus dans cette émission n'est susceptible d'être, ou alors je te le demande, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, oh là là, faut vite que tu appelles ton avocat, est-ce qu'il y a des choses... Tu n'es pas poursuivi pour incitation à la haine raciale, tu n'es pas poursuivi pour diffamation. J'ai eu mon avocat, mes avocats, je les ai eus parce que je les ai régulièrement, parce que c'est devenu des copains. Leur avis. Et ils en rient encore de la lettre d'Ercilia Soulet. En même temps, elle est très drôle. Hein. Je veux dire, elle va nous manquer quand elle va prendre un coup de chausson dans quelques mois. Mais non. Donc quoi, tu payes une sorte de peut-être d'image de misogynie qu'on te colle, c'est quoi? Ouais, image de gros beauf, blanc, voilà, hétéro, j'allais dire quinca, maintenant je suis plus quinca, je suis passé à la dizaine supérieure, avec ces accusations d'agresseurs sexuels, et même cette condamnation, faut aussi le dire. Ouais, je pense que je suis un chiffon rouge qu'on agite devant des gauchistes, oui. Mais moi, ce que je vais te dire, ce qui m'a le plus gêné dans les réactions de ça, t'avais d'un côté 50% de gens qui me disaient « tu es raciste, t'es immonde, tu nous dégoûtes ». Bon. Mais t'avais 50% de gens qui disaient « bah ouais, t'as raison, on n'en peut plus de tous ces et c'est surtout ça qui m'a gêné. C'est surtout ça qui m'a gêné, c'est d'être repris par des sites et des gens d'extrême droite qui se sont délectés de mes propos incomplets. Puisque, encore une fois, on parle du premier extrait, et non pas du deuxième. Parce qu'encore une fois, moi je suis désolé, enfin je suis pas désolé du tout de le dire, mais c'est normal. Aujourd'hui, vu comment le football français forme ces jeunes, c'est normal qu'il n'y ait que des joueurs noirs en équipe de France. Et ça va durer. Alors, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi là, y a ça vient de quoi? C'est l'éducation? Il y a des tas d'explications. Je pense que en France... Que tu me disais en Argentine, il n'y a pas de noirs dans l'équipe d'Argentine. Mais en France, pour le foot, comme pour d'autres sports, on forme des jeunes pas forcément dans l'optique d'en faire de très bons professionnels. On forme des jeunes et on veut des résultats en équipe de jeunes. Je donne toujours cet exemple, Pete Sampras n'était pas dans les 10 meilleurs juniors américains au tennis. En France, ça c'est pas possible. En France, il faut être performant. Il faut gagner l'Orange Bowl au tennis. Il y a tellement de joueurs français qui n'ont jamais percé, qui ont gagné l'Orange Bowl. Tu vois, il faut être très vite, tout de suite. Il faut être performant tout de suite, même en U15. Même jeune, quoi. Enfin... Même en U13, même en U15. Il faut tout de suite de la performance, du résultat. Donc, forcément, nécessairement, quand tu as le choix entre un jeune plus mûr physiquement, plus mûr musculairement, plus grand, plus athlétique, et un gamin qui n'a pas encore fini sa croissance, qui est plus frêle, même si ce gamin-là, il a plus de qualité technique, en France, on va toujours choisir celui qui est plus abouti physiquement. Et tu veux dire qu'un Messi, par exemple, enfin, je sais pas... Ce que j'ai dit, je sais plus dans quel je dis ça, j'ai dit, oui, je pense que Messi aurait eu du mal à percer en France. Antoine Griezmann n'a pas trouvé un club pro pour intégrer un centre de formation. Il est parti en Espagne, où il est devenu le Griezmann qu'on connaît. Mais en France, trop petit, trop frêle, pas assez puissant, ça dégage. Et en France, t'as des joueurs... C'est un problème lié à la formation Oui, c'est pas un problème, c'est un choix. C'est un choix. Je veux dire, en France, on a quand même tendance à croire que n'importe quel joueur noir d'1m90 va devenir le prochain Patrick Vieira. Sauf que Patrick Vieira, il avait quand même autre chose, techniquement, que sa taille. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une autre... Alors, du coup, avant cette émission...
Et puis, compte tenu de la sensibilité de ces sujets, j'étais un peu regardé. Là, pour le coup, je suis pas un spécialiste du tout du foot, mais moi, j'ai regardé sur le côté, on va dire, polémique. Il y avait eu, alors là, c'est en plus incroyable, puisqu'on a beaucoup parlé pour une autre raison de ce journaliste et de ce média. C'était Fabrice Arfi. C'était déjà Mediapart. C'était en 2011. C'était Laurent Blanc qui était à l'époque donc le sélectionneur de l'équipe de France. Et je sais pas si tu te souviens, et d'ailleurs tu peux peut-être nous en parler, il y avait eu une polémique à l'époque sur des quotas. Rappelle-nous un peu ce qui s'était passé. En clair, Laurent Blanc, qui était sélectionneur, qui n'était pas l'origine de cette idée de faire des quotas, mais qui la soutenait, en France, on voulait justement casser ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire cette formation de joueurs uniquement choisis pour leur qualité athlétique et, je dirais, leur maturité physique en avance sur d'autres. Je veux dire, le but de ça, c'était finalement qu'un Griezmann trouve sa place dans la formation française. Pardon, là, je suis pas sûr de comprendre bien, parce que toi, le lien que tu fais, si je te comprends bien, mais je te laisse me le confirmer, c'est que tu considères que, enfin, tu veux dire que donc ces joueurs, les joueurs qui sont noirs, par exemple, ont une croissance, ont une capacité, une croissance supérieure à celle des blancs, c'est ça que tu veux dire? À moins que ça fasse encore polémique, mais ça me semble évident. Ça me semble évident. Je me rappelle à l'époque de ma première sortie sur CNews, j'ai un journaliste. On a encore le droit de le dire. Il y avait un journaliste qui m'avait dit ouais, vous ne pouvez pas dire ça. Je dis mais monsieur, je vais plus loin. Je pense que les Noirs sont plus forts en sport que les Blancs. Mais il me dit vous ne pouvez pas dire ça. Je dis je peux pas dire ça. Pelé, Tiger Woods, Lewis Hamilton, Michael Jordan. Je vous ai donné 4 sports majeurs. Les 4 plus grands de tous les temps, c'est les Noirs. J'ai dit, vous prenez les 100 meilleures performances. Ça veut dire que tu crois à l'inégalité des races dans l'autre sens. C'est-à-dire que. Non, mais tu prends les 100 meilleures performances mondiales, les 100 meilleures performances. Mais ça, c'est raciste mondiales. Anti-blanc, peut-être, si j'osais, dans l'autre sens. C'est pas anti-blanc, c'est des faits. Les 100 meilleures performances mondiales au 100 mètres. Est-ce que tu sais combien il y a de noirs? 99. Il y a un seul blanc qui a été en dessous des 10 secondes, c'est le français Lemaître. Les 99 nôtres sont noirs. C'est peut-être une coïncidence. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ma remarque sur les jeunes en formation, elle s'adresse pas qu'aux noirs contre les blancs ou vis-à-vis des blancs, mais c'est les noirs vis-à-vis des maghrébins. Les maghrébins, tu vas voir un match de division d'honneur en région parisienne, tu en vois plein des maghrébins qui jouent au foot, mais qui percent alors qu'ils ont du talent. Et tu vois moi j'ai vu plein d'Arabes qui avaient quelque chose avec la balle, de différent, presque de supérieur, mais ils ne percent pas. Je veux dire, pour percer, quand t'es maghrébin dans le foot, il faut être très fort. C'est Ben Arfa, c'est Benzema, c'est Nasri, c'est Cherki. Et ils sont sous-représentés par rapport aux Noirs. Mais encore une fois, moi, ça me pose aucun problème. Hein. Moi, j'aime 100 fois mieux Doué, Dembélé et Barcola. De toute façon, tu me dirais, prends 3 blancs pour jouer en attaque devant. Je sais pas, mais ce qu'il faut rappeler Giroud, faut rappeler Giroud et Griezmann déjà, quoi, tu vois. Ce que tu viens de dire en disant que justement, selon toi, je te dis encore une fois, j'ai pas la culture sportive que tu as. Si tu avais dit ça en disant que c'était que des blancs qui étaient les plus forts, tu serais, alors là, je te l'assure, immédiatement poursuivi pour justement apologie, incitation à la haine et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un sujet quand même. Ouais. Alors, le sujet, pour le coup, là, vraiment, il me dépasse, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds à Djibril Cissé, dont j'ai rappelé, en effet, ce qu'il avait dit sur X, parce que, en effet, même si on a mis Mais Djibril, je le comprends, parce qu'il a vu que le premier, encore une fois, on a bien vu les 2 extraits. Quand même, là, on n'aurait pas mis le second extrait où tu disais, ça me dérange pas, il y a que les meilleurs, tout va bien, ça me gêne pas. Mais encore une fois, là, j'essaie d'être encore une fois factuel sur le premier extrait. Je considère, et on considère tous, les avocats, qu'il n'y a rien de pénalement condamnable, et même factuellement. Enfin, non, mais quand t'es noir, je comprends que ça te heurte d'entendre ça.
Mais Mais sauf que Djibril, il me connaît. Djibril, il me connaît bien. On a un ami commun qui est un artiste peintre qui s'appelle Omen Nguyen. On se connaît très très bien avec Djibril. Moi, ce que je trouve désolant dans cette histoire, c'est qu'il m'insulte sur Twitter, qu'il me bloque. Et donc tu ne l'as plus jamais reparlé derrière. Bah non, s'il m'a bloqué, je ne vais pas l'appeler. Là, si tu face caméra, tu lui dirais de te reparler et vous auriez... T'aimerais lui reparler? Je lui dirais que j'espère qu'il a vu l'émission et qu'il a vu le deuxième extrait, mais je veux dire, s'il y a quand même des mecs qui me connaissent, je veux dire, moi j'ai été le confident de Thierry Henry pendant la plus grande partie de sa carrière internationale. Je veux dire, quand il fait sa main contre l'Irlande et qu'il rentre à Barcelone et qu'il m'appelle et me dit je vais arrêter l'équipe de France, je supporte plus. Je lui dis mais non, tu peux pas faire ça. J'appelle Domenech, je lui dis attention, Titi veut arrêter. Enfin, tu vois, là, j'ai joué vraiment un rôle là-dedans. Va demander à Thierry Henry s'il pense que je suis raciste. Moi, c'est ça qui me déçoit. Bafé Gomis, on est vraiment proches. On est passé en cure à Merano ensemble. Et pareil, il s'est contenté de la... Alors maintenant... Il voit la vidéo, il me critique, et il cherche même pas à avoir mon explication. Enfin, l'explication, j'ai même pas à m'expliquer, puisque dans la continuité... Encore une fois, tu n'avais pas dit, il y a trop. Ça, tu ne l'avais pas dit, c'est pas du tout ça. Non. Et les gens ont compris que ça. Alors ça. Maintenant, il y a quand même un truc. Et ça, c'est vrai que je veux pas me faire l'avocat de ces gens qui n'ont pas compris ou pas voulu comprendre. Maintenant, c'est vrai que la question qu'on peut te poser aussi de manière un peu frontale, c'est de dire, Pierre, t'es un habitué des médias, t'es pas né de la dernière pluie, tu sais ce que tu dis, honnêtement, les yeux dans les yeux, tu ne doutais pas qu'en tenant des propos comme cela, ça allait quand même créer une réaction, honnêtement. Comment non, vraiment? Non, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Je veux dire, les deux extraits qu'on vient de diffuser, ils sont dans la continuité. Ouais, mais comme tu sais qu'il y a quelques années sur CNews, ça avait quand même fait parler, hein. Ça n'avait pas eu la polémique. Ça avait fait parler, mais tu vois, tu les as quand même. C'est ce que m'ont dit pas mal de gens. Enfin, en coulisses, on m'a dit il est bien sympa, Pierre Ménès, on l'aime beaucoup, mais en même temps, il peut difficilement faire le mec qui est choqué parce qu'il nous redit exactement. C'est un petit peu. Je suis pas choqué. Non. Moi, je suis pas choqué. Encore une fois, l'histoire de mon fils, je suis pas choqué. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est que ce soit mon fils. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi. Qui soit traité de raciste, alors que tu dénonces alors que je dénonce pas forcément un racisme, je dénonce une exclusion. Sur la question de la diversité dans le foot, de manière générale, parce que bon là, tu fais des constats, alors ça au moins on s'en fout. Peut te reconnaître ça, voilà. On s'en fout de la diversité. Les quotas, non, t'es pas pour ça. On s'en fout. Alors franchement, alors tu dis qu'on s'en fout, mais excuse-moi, à Sciences Po, par exemple, là je parle pas de sport, il y a eu ce qu'on appelle la discrimination positive, c'est de dire voilà, il y a tout un débat là-dessus, de dire voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de gens issus de la diversité. Donc, c'était Richard Descoings qui est décédé, qui disait à l'époque, voilà, il faut, forcer, la représentation de certaines communautés parce que voilà, sinon elles n'ont pas accès à Sciences Po. Voilà. Et il y a beaucoup de débats là-dessus parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, en même temps. Dans le sport, il y a quand même un facteur que tu peux pas occulter, c'est la performance. Le niveau. Je veux dire, aujourd'hui, si je prends mon équipe type, oui, mais tu dis que c'est lié si tu me demandes de faire mon équipe type de l'équipe de France, voilà, par exemple, je vais te mettre, combien 10 noirs. Je vais te mettre 10 noirs, et j'en ai rien à cirer. Et voilà. J'en ai rien à cirer parce que à chaque poste, les meilleurs. À chaque poste, le meilleur, il est noir. Alors après, tu peux aussi dire, moi je vois pas de blanc, je vois pas de noir, je vois que des bleus. Ok, mais bon, c'est une image. Après, tu peux constater ça. Tu peux constater que effectivement, pour le coup, il y a, mais le regretter, non. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'asiatiques ou d'indiens d'origine. Juifs. Alors c'est pas la couleur de peau là, mais. Non, mais je veux dire, longtemps oui à Mayache, qui a été un joueur de Nantes puis du Paris Saint-Germain, était considéré comme le meilleur joueur juif du monde. En même temps, c'était le seul quasiment, donc ça aide. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas de débat. Et l'histoire des quotas à l'époque de Laurent Blanc, c'est aussi parce que tu avais des binationaux
qui choisissaient d'autres équipes nationales, et souvent pour de l'argent. Et ça, Laurent Blanc, c'est parce que tu prends un jeune, tu le formes, il va à Clairefontaine, il fait les U13, les U15, les U17, parfois les espoirs, et à la fin des espoirs, il dit « Ouais, salut, je me casse, je vais jouer pour l'équipe nationale du pays de mon grand-père, ou de mes parents, ou de machin. » Et ça, c'est quelque chose, on a encore eu là récemment des joueurs, Amine Gouiri de Marseille, Mamadou Sarr de Strasbourg, qui ont choisi d'autres pays alors qu'ils ont fait toute leur formation en France. Donc ça coûte de l'argent à la formation française et tu ne profites pas de ces joueurs. Alors longtemps, on disait, bah oui, ils choisissent ça parce qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer en équipe de France. C'est quelque chose qui est aujourd'hui quand même beaucoup plus tangent, quoi, tu vois. Je suis pas certain que Mamadou Sarr, tôt ou tard, n'aurait pas eu sa chance en équipe de France, par exemple. Didier Drogba a choisi la Côte d'Ivoire parce que il y avait Henri Trezeguet en équipe de France et qui pensait qu'il était barré. Alors que tu penses que si Drogba avait choisi de jouer pour la France, il aurait eu 70 sélections. Donc c'est aussi pour ça que la fédération voulait lutter contre ça et a voulu créer cette histoire de quotas, sauf que ça a été dénoncé, monté en épingle et que ça s'est terminé comment au final en autre boudin, quoi. Souvent avec Mediapart. Voilà, mais parce que encore une fois. Mais Laurent Blanc, par exemple, non, mais c'est pourquoi je faisais cette comparaison, d'ailleurs, il porte bien son nom. Lui, Laurent Blanc, il n'a pas eu de shitstorm comme tu en as vécu. Ouais, ça avait secoué quand même à l'époque, mais bon, à l'époque, les réseaux sociaux étaient aussi beaucoup moins puissants. Hein. Avec le recul, et on va évidemment passer aux autres sujets, bon, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu regrettes parfois certains propos? Est-ce que là, en l'occurrence, au-delà des conséquences... j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, ça c'est évident. Donc tu regrettes d'avoir quand même tenu ces propos qui décrivaient le réel, selon toi? Aujourd'hui, tu ne les tiendrais plus. Pas, tu les tiens de facto, mais ce que je veux dire... Sachant les conséquences et les effets que ça a eu, oui, je le dirais pas. Même si je suis désolé, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je ne regrette certainement pas ce que j'ai dit sur l'histoire de mon fils à Torcy, ni encore une fois que j'ai dit dans son intégralité sur les Noirs en équipe de France. Puisqu'encore une fois, et merci d'avoir passé ces 2 extraits, je dis à la fin, c'est normal, ça me pose aucun problème, c'est normal, c'est les meilleurs qui jouent. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Mais en ayant dit ce que tu as dit, ce qu'on a rappelé dans le second extrait, ce que tu as dit dans le premier extrait, que les choses soient bien claires, là on est face à des caméras, il y a des gens derrière, c'est en effet très clair, tu ne regrettes pas d'avoir tenu ces propos qui sont, par ailleurs, qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Non, puis factuellement c'est vrai, quoi. Factuellement c'est vrai. 90% des joueurs de l'équipe de France sont noirs. C'est vrai. Et où est le problème? Où est le problème? Alors vraiment, ça me pose aucun problème. Par contre, sur les gens qui commentent mon compte Twitter, qui commentent, qui me posent des questions sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Je ne me reconnais plus dans cette équipe de France, je ne regarde plus cette équipe de France, il y a trop de noirs dans cette équipe de France. » Moi, je suis pas d'accord. J'avais d'ailleurs plusieurs fois avant pris des questions dans ce que moi j'ai un truc le lundi, ça s'appelle Face à Pierrot. Les gens me posent des questions. Demain, tu vas avoir beaucoup de questions. Je pense, j'ai en gros 500 questions par semaine, j'en choisis une quarantaine. Et j'avais déjà répondu à cette question en disant, oui, énormément de noirs en équipe de France. Je vous dis, c'est les meilleurs. Vous voulez faire jouer qui à la place de Mbappé, Dembélé, Doué, Tchouaméni, Upamecano, Saliba, vous voulez faire jouer qui? Je veux dire, aujourd'hui, tu fais l'équipe de France des 11 meilleurs noirs, tu l'alignes contre l'équipe des 11 meilleurs blancs, je pense qu'il y a 5 buts d'écart. En faveur de l'équipe des noirs.
À partir de là, il y a zéro On polémique. parle de la France, là. Oui. Mais pas au niveau mondial. Ah non, non, au niveau de l'équipe de France. L'équipe d'Argentine, où tu disais qu'il y avait... L'équipe d'Argentine, avec des Blancs. Et comment t'expliques, par exemple, qu'en Argentine, avec des Blancs? C'est dû à l'immigration? C'est dû à... Je pense que c'est pas facile pour un Noir de percer dans un club en Argentine. Quelle Là, raison? je pense que là, il y a un vrai racisme, oui. Un vrai racisme. Ça me paraît évident. Mais la qualité du foot en Argentine est comparable à celle du foot en France, Oui, au niveau du jeu. Oui, bien sûr. Oui, oui c'est... Donc ça veut dire, ce que tu dis, c'est que les Blancs sont pas voués à être à vie écartés du foot. Non. Je dis juste que une sélection, puisque c'est ce dont on parle, c'est la sélection. Tu demandes aujourd'hui de faire la sélection des meilleurs joueurs de foot en France, tu vas obligatoirement prendre, sur les 11 joueurs, tu vas obligatoirement prendre 9 ou 10 noirs. Et en Argentine, tu vas prendre 11 blancs, parce que de toute façon, tu n'as pas de noirs. Tu peux même pas faire d'éléments de comparaison, tu n'en as pas. Et c'est quand même étonnant que du coup, que dans deux pays qui à ce point-là, c'est ce positionnement, ce constat radicalement opposé entre, par exemple, l'Argentine et la France, quoi. Tu sais, en Angleterre, tu remarqueras qu'il y a beaucoup plus de joueurs noirs dans les clubs londoniens que dans les clubs du nord de l'Angleterre. Ça, c'est les choix aussi, hein. C'est les choix de recrutement. Quel est l'enseignement qui tentait qu'il y ait un enseignement à tirer de cet épisode, de ce triste épisode, et puis en même temps, au-delà de ça, comme tu l'as rappelé, de cette réalité? On peut plus dire ce qu'on veut du tout. C'est quoi le sujet là? C'est la liberté d'expression. C'est le sujet en particulier. On le voit à chaque prise de parole de qui que ce soit sur. Patrick Sébastien qu'on a reçu derrière toi. Patrick Sébastien aux grandes gueules qui réclame la peine de mort. C'est repris. Souchon qui dit si le RN passe, je me barre en Suisse, c'est repris. T'en as pensé quoi de Souchon là, par exemple, tiens, qui avait dit que d'abord il n'avait pas dit que ça, il avait dit qu'il pensait pas que je cite, que les Français seraient assez cons pour porter au pouvoir le Rassemblement national. Je me dis que c'est très facile d'être de gauche quand tu es multimillionnaire. C'est s'acheter une virginité à pas cher. Toi, t'es pas multimillionnaire, non? Non. C'est peut-être pour ça que je suis pas de gauche. mais non, je suis pas multimillionnaire. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit après cet épisode que finalement, c'est incroyable, Ménès avait dit des choses qui étaient intéressantes. Maintenant, il assume plus ses propos, il revient sur ce qu'il a dit. Non, tu nous dis bien ce soir que tu assumes parfaitement tes propos, que tu ne les regrettes pas, mais que tu es triste que ces propos aient été déformés, là, pour le coup, par certains, ou réexploités dans un but... Non, mais on a bien vu pourquoi. Il y a le montage du premier tweet. Il n'y a pas de montage, là, encore. Non, il n'y a pas le montage, il y a le découpage. Le découpage du premier tweet qui, effectivement, laisse la porte ouverte à une forme de regret. Effectivement, tu peux entendre, je comprends que tu puisses entendre, il y a que des Noirs en équipe de France, je peux que tu comprennes que le soit pas si loin du trop. Effectivement. Excuse-moi, il y a des gens qui disent c'est pas à toi de t'excuser, enfin c'est à toi général que je dis. Quand on dit quelque chose et que c'est mal compris, qui est responsable? Tu es en train de dire que finalement c'est la personne qui n'a pourtant pas dit ça, qui doit s'excuser qu'on ait pu comprendre. Oui, mais Eric, à l'arrivée, moi, ce que je vois, c'est que tous les commentaires que ça a suscité, c'est que des gens qui ont mal compris. Entre les gens qui me traitent de raciste et les fachos qui me disent il a raison, les deux ont mal compris mes propos. Donc, ça veut dire que mes propos, ou ils n'étaient pas clairs, ou que le découpage n'était pas clair. Ok, écoute, en tout cas, je pense que c'était nécessaire qu'on fasse cette mise au point, et puis en effet qu'on lève si tant est qu'on puisse le Jackie Quartz, si tu nous regardes. Tu parles à qui? Jackie Quartz, juste une mise au point. Je disais Jackie Quartz. Ça, les jeunes, ils doivent pas connaître. Ah non. Bon, alors ça nous amène, et alors c'est là aussi où c'est en effet intéressant à parler d'autres très nombreux sujets qui sont presque, j'ai envie de dire, des sujets connexes. D'abord, alors
Pareil, il y en avait un, excuse-moi, mais en même temps, cette émission, elle s'appelle Les Incorrectibles. C'est peut-être pour ça elle a du succès. J'avais reçu, il y a quelques années, Daniel Guichard. Tu vois qui est Daniel Guichard, évidemment, ce chanteur qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Alors lui aussi, c'est incroyable parce que il y avait un extrait, voilà, là aussi, un extrait qui avait été repris dans tous les médias, y compris même à France Télévisions, qui s'était permis de le reprendre et qui justement fait l'objet d'une attaque de ma part parce que je considère qu'ils n'avaient pas le droit de le reprendre, mais c'est un autre sujet. En tout cas, vous voyez, quand moi je diffuse des extraits au nom de la courte citation, il y a aussi des choses à respecter, des crédits à mettre, ce qu'on a fait. Bon, là, c'est une parenthèse que les initiés comprendront en matière de droit de la propriété intellectuelle. Pourquoi je te dis ça? Parce que Daniel Guichard, donc je le recevais comme toi à l'époque, mais toi c'était à Sud Radio qu'on t'avait reçu. À l'époque, j'avais une banquette orange avant de prendre un peu plus. Dans une boîte de nuit, nous, quand c'était. Oui. Ah ben, c'était d'ailleurs, oui, on s'était reçu. Je t'avais reçu aussi. Pardon, moi, tu vois, alors, incroyable. Je t'avais peut-être même. Oui, je t'avais reçu sur cette banquette orange. Et donc, j'avais reçu Daniel Guichard. Et à un moment, je lui ai posé cette question que je vais te poser de la même façon. J'avais demandé à Daniel Guichard, est-ce que vous croyez encore au vivre ensemble? Et il m'avait répondu ce qu'on va écouter maintenant. On est dans un monde à l'envers, là. Vous pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France? Je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Ah. Vous me posez une question, alors, je vous réponds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous Ça vous veut préparez dire à vous défendre? Bah, il vaut mieux, oui. Est-ce que je suis pour les armes? Non. Est-ce que je suis pour la violence? Non. Mais on est le père de la gamine, par exemple, qui a été agressé sexuellement. On a dit, oui, vous comprenez, il a eu un petit pédigré, il a eu des choses à se reprocher. Bah oui, ben alors, c'est pas grave. Il y a un type qui vient... Ça enlève rien au fait que... Ça enlève rien au fait. Il y a un type qui monte le mur, il y a ses potes qui sont là, il dit, tu fais quoi? Là, attends, on fait la photo, c'est toi, boum, il en prend une. Peut-être que moi, je l'aurais massacré plus. Est-ce que je suis un violent? Non. Ça n'a rien à voir. Il y a un moment où on se dit, on vous prend par les épaules, on vous amène à la police. La police va vous dire, vous êtes vraiment sûr que vous voulez déposer plainte? Pourquoi? Pas parce qu'on veut pas, mais parce que ça sert à rien. Dans une heure, il est dehors, il va nous cracher dessus. Voilà, donc les propos qui avaient fait polémique aussi, pour d'autres raisons, lors de cette émission, suite à cette émission, c'était voilà la question que je posais à Daniel Guichard. Daniel Guichard, et se vivre ensemble, est-ce que vous y croyez? Il m'a répondu, je sais pas, moi je me suis inscrit. Donc, à un club de tir, voilà. Donc, Moi, toi, non. tu t'es inscrit à un club de tir ou pas? Non, j'ai envie de tirer sur personne, moi. Les choses sont claires. Oui. Ah, précise bien. Alors, le vivre ensemble. Est-ce que tu crois au vivre ensemble encore? Aujourd'hui, donc, ça va faire 3 ans en avril que je vis à La Baule, enfin, dans la région de La Baule. Je suis à 14 kilomètres. Je dirais qu'on n'a pas ce problème à La Baule. Oui, mais ça, c'est peut-être pour d'autres raisons. Oui, mais dans les faits, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de... Enfin, il y a problème, ça c'est une chose, mais en matière de vivre ensemble, la Baule, non, c'est pas du tout représentatif. Il n'y a aucun problème. Si, il y a les vieux qui font un peu chier, mais... Non, mais est-ce que ce vivre... Ouais, mais c'était pas de ce vivre ensemble-là dont... Oui, j'entends bien, tu vois bien que je tourne autour du pot. Donc, mais bon, moi, le vivre ensemble, je l'ai évidemment... la France de 98, par exemple, elle est à La Baule ou pas? Qu'est-ce que tu entends par la France de 98? De la victoire de la Coupe du Monde de Black foot. Blamber? Ouais. Les week-ends. Black Blamber, La Baule ou pas? Les week-ends. Ah, pas en semaine. Ah non, en semaine, non. Pourquoi, alors? Bah, je sais pas. Je pense que le prix de l'immobilier est pour beaucoup. Et puis, non, mais bon, c'est pas non plus pour ça que j'ai choisi d'aller vivre à La Baule. Hein. Ça, je ne t'ai pas posé cette question. Oui, mais moi, je te donne la réponse pour le même prix. J'y reste le week-end, rassure-moi. Ah, moi, je bouge pas, moi. Tu sais, moi, je suis venu à Paris exprès pour toi. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est quand même très, très curieux. Moi qui suis né à Paris 8e, rue de Marignan, qui ai donc vécu les 60 premières années de ma vie à Paris, en région parisienne, j'ai quitté Paris sans me retourner. Quelle raison? J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, mais je ne m'étais pas... T'en pouvais plus de quoi? De Paris. Mais de Paris... de Paris, des bouchons, de l'agressivité, du stress, de la pollution, des rats, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, mais je ne le formalisais pas. C'est une fois que je suis parti, que je me suis... Les rares fois où je suis revenu, je reviens quand même le plus souvent pour des raisons médicales, pour aller voir notamment mon néphrologue à Necker, à 2 pas d'ici. Et à chaque fois que je vais à Paris, j'ai qu'une envie, c'est de repartir à La Baule. Parce que il y a un climat.
On m'a quand même gaulé 5 degrés entre ce matin dans le train et que mon arrivée. Et puis la mer, et puis l'air, et puis la douceur de vivre, et puis voilà. Et puis, alors on pourrait dire que maintenant que j'ai plus de 60 ans, c'est un truc qui me convient, mais ma femme, elle a 38 ans, elle est infiniment plus heureuse à La Baule, elle a infiniment plus d'amis à La Baule qu'à Paris. Moi, à Paris, j'avais vraiment fait le tour, quoi, tu vois. Et c'est même pas la question que c'est parce que je suis plus à Canal, parce que j'aurais très bien pu être à Canal et vivre à La Baule, faire l'aller-retour pour l'émission le dimanche et rentrer le lundi. Donc mais je m'aperçois que je ne supporte plus Paris. Alors, sur ces propos, pardon d'y revenir, parce que c'est aussi une personnalité très populaire. D'ailleurs, sur certains points, je trouve assez comparable en termes de, je pense, de public, peut-être à toi. Tu le connais, Daniel Guichard, par exemple? Tu le suspecterais, au vu de ce que tu as écouté, tu peux pas le suspecter non plus d'être quelqu'un, enfin, je le connais personnellement, en plus, je peux le confirmer, c'est quelqu'un d'adorable, qui est pas du tout violent. Voilà. Comment t'expliques que, voilà, voilà, comme pour toi, à la suite de ça, ça avait été l'objet d'une polémique, qui est responsable de ces... Alors, comme tu dis, c'est peut-être nous, enfin, nous les invités pour vous, et puis pour... Faut voir ce qu'est devenu la société française. Faut voir, aujourd'hui, on se parle, quelle est la très grande probabilité du second tour des prochaines présidentielles. C'est LFI, Rassemblement National. Tu te situes où, toi, d'ailleurs, politiquement? Parce que tu as dit que tu étais de droite. D'ailleurs, je me souviens que Sarkozy, tu l'avais défendu dans une émission, et d'ailleurs, il t'avait même, je crois, envoyé un mot. Quoi, l'émission est écoutée dans pas mal de réseaux, on va dire, de cercles. Voilà, aujourd'hui, je pense que ça veut plus rien dire d'être sarkozyste, ou tu revendiques encore de l'être. D'ailleurs, tu as vécu comment cette période où il a été en prison? Moi, mon opinion politique, c'est Valérie Pécresse. Ah, oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Qui est une amie, Voilà. J'ai la chance. Tu restes fidèle, là, mais... J'ai la chance de l'avoir comme amie parce que... elle a plus que toi, quand même, non? Parce qu'il y a plus grand monde qui la suit, non. Faut voir comment elle gère la région Île-de-France, qui est quand même un budget qui dépasse quand même pas mal de pays. Et je trouve qu'elle fait extrêmement bien son travail. Et je me rappelle de son programme au présidentiel. Et si on l'avait écouté, je pense que la France serait pas dans la merde où elle est aujourd'hui. Donc les Français sont cons. C'est possible, oui. Les Français sont pas... tu dirais comme... Les Français sont pas... Les Français sont pas futés. Oui, que... Mais... ouais, tu penses... Non, mais attends, ça c'est important, parce que là, pardon de m'inscrire à info, tu considères, voilà, que c'est les Français qui n'ont pas vu le talent qu'avait Valérie Pécresse, c'est ça? J'irai pas jusque-là, je dirais que de toute façon, sa planche a été tellement bien sciée par ses compères des LR, parce qu'elle a gagné la primaire, mais bon, ça ne plaisait pas. Elle a fait combien la présidentielle à l'arrivée? 4,5, mais bon, Ciotti, QFD, Ciotti, qui n'en est pas une traîtrise près, lui a bien scié, savonné la planche derrière. Moi, tu sais, c'était mon ami, mais je sais faire la part des choses. Mais j'écoute aussi ce qu'elle dit, et j'étais d'accord avec ce qu'elle disait. Et je trouvais que ce qu'elle disait, c'était quelque chose qui était applicable. Et mais voilà. Sincèrement, tu crois encore à l'avenir de Valérie Pécresse sur un plan national? Je parle pas de ça. Non. Puis je sais même pas si elle y croit elle-même. Mais tu me demandes quelle est mon opinion. Je dis oui, Valérie Pécresse, voilà. La mouvance Pécresse, c'est assez... Oui, mais encore une fois, pardon d'insister. C'est quoi aujourd'hui la mouvance Pécresse? LR, ça n'existe plus ou presque. Tu te situes où? Si demain, il y a si demain, tu l'as dit, il y a un second tour, RN, LFI, Jordan Bardella ou Marine Le Pen face à Mélenchon. Tu votes pour qui? Je reste chez moi. Ah, donc t'hésites quand même. Ah non, j'hésite pas, je reste chez moi. Tu votes pas RN face à LFI? Ah non. Tu considères que c'est à égalité? Non, je considère pas que c'est à égalité. Alors, des deux, j'aimerais mieux que ce soit RN. Tu vois, la Patrick Sébastien... Des deux, mais de là à voter pour eux, non. Parce que économiquement, je suis pas d'accord. Mais s'il y a un danger d'LFI qui puisse accéder à la fonction suprême, tu vas pas te déplacer pour aller voter RN? J'y crois pas un instant. Au danger LFI. Donc,
Je pense que si le deuxième tour, c'est... Excuse-moi, c'est tes copains, là, tous ceux qui t'ont allumé en partie pour mettre de l'huile sur le feu de ce qui s'est passé lors du dernier Bistro Liberté. Tu disais Ercilia Soudé, signalement au procureur, la nébuleuse LFI, je crois que c'était Raphaël Arnaud aussi. Ah non, mais on va être d'accord. Excuse-moi, permets-moi de dire... Non, mais comprends bien ma position. Tu me dis, voter pour quelqu'un. Contre ou contre. Alors, s'il faut voter contre, effectivement, oui, je voterai contre Mélenchon, oui. Donc, voilà, s'il y avait une possibilité que Mélenchon arrive au second tour, et donc qu'il y a un second tour, Mélenchon, Le Pen ou Bardella, qu'il y a un risque, de la même façon qu'à l'époque, tout le monde avait dû religieusement voter Macron, pour certains, face au danger. J'avais pas voté. Le Pen. T'avais pas voté. Bon. J'avais pas voté Macron, Le Pen, la deuxième fois. Je m'étais fait avoir une fois par Macron, je me suis pas fait avoir une deuxième. Mais là, voilà, en revanche, ce qui est intéressant, et là, ça veut dire que peut-être les choses ont évolué, et je respecte tout à fait ta position, que tu n'aies jamais voulu voter RN, mais s'il y avait un danger LFI, notamment dans les législatives, ou lors des législatives, ou des prochaines municipales, par ailleurs, entre un candidat... Si tu veux me faire RN, dire qu'il y a beaucoup plus de gens de la LFI qui m'exaspèrent que de gens du RN, oui, ça c'est évident. S'il doit y avoir, de la même façon qu'il y avait eu un front républicain, entre guillemets, pour empêcher le RN d'accéder au pouvoir, si demain il y a, en effet, dans des tas de communes, des circonscriptions, des duels LFI-RN, les choses sont claires. Alors, sans vouloir dire que tu adhères aux idées du RN. Dans mon coin, ça ne se posera pas. Dans mon coin, ça se posera pas. Ouais. Le LR est encore très fort. C'est mon ami Franck Louvrier qui est maire. Oui, mais pourquoi je te dis ça? Parce que là, c'est plus de toi dont on parle. C'est justement, moi personnellement, j'estime en effet, à titre personnel, hein, je le dis, mais ça n'empêche pas que de toute façon le journalisme neutre absolu n'existe pas. Nous avons tous des opinions. Si en effet demain tu as potentiellement un risque de voir quelqu'un d'LFI accéder au pouvoir, tu serais prêt, et c'est là où il y a peut-être une évolution, à mettre un bulletin RN dans l'urne. Oui. Ok. Mais sans joie et avec beaucoup de crainte. En te pinçant le nez. Et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, tu me posais la question sur comment j'avais vécu Sarkozy en prison. Très mal. Très mal. T'es resté en contact avec lui? Alors, je suis plus en contact avec son fils, Louis, maintenant. Moi, j'oublie pas quand on m'a fait du bien. C'est un de mes traits de caractère principaux. J'oublie pas que quand j'ai été greffé, il m'a appelé à l'hôpital. J'ai ton téléphone portable qui sonne. Bonjour, c'est la secrétaire du président Sarkozy, je vous le passe. Bon. Le mec, il appelle, il prend de mes nouvelles. Quand j'ai eu le Covid, il m'a appelé, il a pris de mes nouvelles. Voilà. Il m'avait reçu une fois au siège des LR. Et il a un défaut, Sarkozy, c'est quand il te parle, il te tape. Je lui avais dit un jour, arrêtez de me taper. et donc, c'est quelqu'un qu'humainement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis fasciné par son charisme. Et fasciné. Bon, pourtant, il n'est pas fascinant. Hein. C'est De Funès avec des cheveux. Il est petit. Et malgré ça, le mec, il irradie. Moi, j'ai vu 2 personnes sur Terre qui irradient comme ça, Sarkozy et Sean Connery au stade à Glasgow. Alors, Sean Connery, il était tout en cuir de la tête aux pieds. T'avais l'impression qu'il y avait un halo de lumière, comme le Christ autour de lui. C'était un truc inimaginable. Donc, puis, moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux lui mettre 5 ans ferme quand il est condamné sur un des chefs d'accusation sur 4 et qu'on t'explique que c'est le moins grave des 4. Ça veut dire que s'il avait été coupable pour les 4, on lui collait perpète. Enfin, tu vois. Et après, on a mis 3 semaines à s'apercevoir que c'était juste impossible de le mettre à la santé, quoi. T'as choqué qu'il soit donc mis en prison, que cette exécution provisoire a été décidée? Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'il soit mis en prison. Ce qui m'a choqué, c'est l'exécution provisoire. Voilà. Parce que ce soit Sarkozy ou pas, c'est ça? Non, mais l'exécution provisoire, ça, en droit, ça se justifie quand tu peux faire pression, quand il y a un risque de fuite.
Sarkozy, il va pas partir vivre aux îles Caïmans, quoi. Tu vois, je pense qu'il y avait une vraie volonté des juges de l'humilier. Comme quand il sort, tu lui interdis de voir Gérald Darmanin. Ah, ça t'a choqué, mais ça. comment tu peux interdire à quelqu'un de voir le garde des Sceaux? Mais moi, je vais te dire, dans cette histoire, c'est même pas Sarkozy qui devrait être choqué, c'est Darmanin qui devrait dire, mais attendez, mais vous vous prenez pour qui? Je suis garde des Sceaux, je vois qui je veux, quoi. Et voilà, et je trouve que et la même chose pour l'appel non suspensif de Marine Le Pen. Je veux dire, un appel, c'est quand même un appel, quoi. C'est valable pour tout le monde. Hein. On met les compteurs à zéro. On met les compteurs à zéro. C'est-à-dire, appel, il y a 2 nouveaux procès, donc il y a 2 nouveaux présomptions d'innocence, et on repart à zéro. C'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est ce que je me disais, moi, si jamais c'est une option par définition qu'on doit pouvoir envisager au stade de l'appel, avant qu'il y ait le jugement d'appel, c'est de se dire, si jamais il était innocenté, comment on répare ces 3 semaines qui ont été passées en prison? On les répare pas. Tu sais, moi, les 11 heures de garde à vue que j'ai passées pour l'affaire de l'hôtesse du Parc des Princes, plus le procès 3 jours après la mort de ma mère, personne ne me les réparera jamais. Hein. Jamais. C'est des traces et des cicatrices indélébiles dans une vie, c'est des trucs comme ça. Et pourtant, c'est que 11 heures de garde à vue. Hein. Et j'ai passé 20 minutes en cellule pendant ces 11 heures, pendant que le policier qui m'entendait était parti déjeuner. Donc c'est pas non plus, tu vois, c'est pas, enfin, j'allais dire c'est pas traumatisant. Si, c'est traumatisant. Parce que t'es en garde à vue pour un truc où tu sais que t'as rien fait. Tu sais que t'as rien fait, t'as la démonstration par les témoignages que t'as rien fait, puis c'est surtout toucher le sein d'une hôtesse au Parc des Princes. Je pense qu'il n'y a pas un endroit en France où il y a plus de caméras qu'au Parc des Princes. Et sur les enregistrements caméras, on ne me voit jamais m'approcher de cette hôtesse. Donc je ne sais pas pourquoi elle a sorti ça. À l'époque, j'avais dit que c'était un complot. Mais oui, pourquoi pas. Je n'exclus pas cette... T'es complotiste, peut-être. Hein? T'es complotiste, au final. Je sais pas. En tout cas, je suis peut-être victime d'un complot. Parce que si tu veux, j'étais parti de Canal, j'avais retrouvé une plateforme avec une grosse boîte qui s'appelait Reworld, qui me payait plutôt bien. J'allais faire des interviews dans les clubs, ça fonctionnait bien. Et bon, je me reprends ça, du coup, les mecs, ils ont arrêté. Et puis c'est normal, quoi. Tu peux pas... c'est comme à l'époque, j'avais d'ailleurs, pour cette plateforme, j'avais décidé d'interviewer tous les candidats présidentiels. Et j'avais commencé par Zemmour, parce que c'est le premier qui avait dit oui. Qui d'ailleurs t'avait retweeté, t'apportant son soutien lorsque tu avais été, là, il y a 2 mois, attaqué. Homme charmant, au demeurant. C'est le premier qui avait dit oui. Donc je fais l'interview, je la diffuse. Ça m'a valu un tweet assassin de cette andouille d'apathie, qui, pour un journaliste soi-disant si bien informé, ne s'est même pas renseigné. C'est-à-dire que c'était le début d'une série, sauf que la série, avec mon accusation du Parc des Princes, elle était mornée. Tu penses bien qu'un candidat à la présidentielle allait pas faire des interviews avec un mec qui avait été mis en garde à vue pour agression sexuelle. Donc voilà, donc du coup, effectivement, dans les faits, factuellement, je n'ai fait que Éric Zemmour comme interview. Mais c'était pas du tout le but. J'avais pas du tout comme idée de mettre en valeur Éric Zemmour par rapport aux autres candidats à la présidentielle. Valérie Pécresse était évidemment toute prête à m'accueillir pour une interview. C'est son équipe de campagne qui lui a dit non, on pouvait pas avec l'accusation et tout. Et moi je lui ai dit voilà, moi je veux surtout pas te nuire. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, Paty s'était fendu d'un tweet à la con. Enfin, je pense qu'il a démontré largement depuis longtemps que c'était sa spécialité. Tu parlais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de cette inégalité face à l'adversité, parce que c'est vrai que, je le dis, et d'ailleurs je te tire mon chapeau, notamment par rapport à ce que tu as vécu aussi sur le plan de la maladie, parce que c'est vrai que, bon, voilà, tu as quand même affronté des choses particulièrement pénibles. Quand tu vois justement Nicolas Sarkozy, sa réaction face à tout ce qui s'est passé, oui, ça t'a ému ou pas
de voir en effet qu'il... Honnêtement, si j'avais été à Paris, j'aurais été lui dire au revoir le À ce- jour où ce- il a été ce moment à de la soutien. santé. Voilà. J'ai un souvenir. Je mangeais avec ma fille, ma femme et mon gendre. On était dans un restaurant italien qui a un côté pizzeria, un côté gastronomique. Nous, on mangeait à la pizzeria et on quitte le dîner et il y a Carla qui est dehors. Il me dit « Ah, il faut absolument que vous alliez voir Nicolas, il vous adore. » Je dis « Oui, je sais, je l'ai déjà rencontré. » quoi. Et j'ai été voir Nicolas dans le restaurant. Il a serré la main à ma fille. Et là, ma fille a vécu de plein fouet l'histoire du charisme que je te racontais tout à l'heure. Quoi. Pareil, elle était bluffée. Et Sarkozy avait dit à ma femme, on m'a beaucoup parlé de vous, alors que personne ne lui avait jamais parlé d'elle. Hein, mais c'est une formule d'homme politique. Mais oui, je pense que si j'avais été à Paris, j'aurais été lui dire au revoir au moment où il est parti à la santé. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert de l'indifférence de gens que je croyais proches quand j'ai eu mes histoires. Et je pense que être là pour les gens qu'on aime quand ils sont dans la merde ou dans les embêtements ou dans le malheur, je pense que c'est extrêmement important. Tu l'imagines revenir un jour en politique? Non, je crois pas. Je crois pas. Je sais même pas s'il en a envie. Je pense pas qu'il en ait envie. Qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens qui sont... Alors, je vais te dire aussi, j'en suis la première victime aussi dans les médias, parce que aujourd'hui, de juste critiquer une décision de justice, en l'occurrence qui concernait Sarkozy, c'est forcément défendre Sarkozy, ce qui est absolument... Enfin, c'est ubesque qu'on en arrive à devoir faire cette nuance. C'est ridicule. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent, en effet, que finalement, c'est aussi un justiciable comme un autre, il n'est pas au-dessus des lois. Et donc, voilà, ça t'a choqué qu'un ancien président de la République ait pu aller en prison? Moi, ce qui m'a choqué, c'est déjà qu'ils prennent 1 an pour l'histoire des écoutes avec son avocat. Parce que alors là, je trouve ça, pour le coup, sur le plan du droit... L'affaire Bismuth. Hein? Oui, l'affaire Bismuth. Enfin bon, c'est quand même incroyable. Tu parles à ton avocat, t'es sur écoute. Je veux dire, c'est sacré, là. Okay. J'aimerais pas que, quand je parle à un de mes avocats, ce soit sur écoute, même si je dis rien de... Faut faire attention, quoi. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Mais bon, de toute façon, quand Hollande était président de la République, il y avait 12 juges d'instruction qui tournaient à plein temps sur Sarkozy. Tu penses bien que, forcément, à un moment donné, quand tu creuses, tu finis par trouver du pétrole. Hein. Je dis pas qu'il a rien fait. Encore une fois, je suis pas d'une naïveté... mais bon, il me semble quand même qu'il a été démontré que le document de Mediapart était un faux. Et qu'il était possiblement un faux selon la présidente du tribunal. Oui, c'est vertigineux de sortir un truc quand même, ça. Alors, vous avez 4 chefs d'accusation. Les 3 premiers qui sont les plus graves, on les retient pas. On retient que le dernier sur un document qui est donc possiblement un faux, mais on vous colle 5 ans quand même. Il y a quelque chose qui me gêne. Et en plus, direct au ballon, l'appel est non suspensif. Mais, encore une fois, je veux bien entendre que comme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je suis peut-être pas forcément d'une objectivité absolue. Mais encore une fois... Et c'est vrai que, bon, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et puis tu l'as dit, la perception qu'ont certains juges, il y a beaucoup de gens qui dénoncent une dérive du pouvoir des juges aujourd'hui qui est colossale, que Sarkozy ait été, on va dire, débranché, que Marine Le Pen puisse l'être aussi. En tout cas, là, l'année qui va s'ouvrir... Il n'y a pas que ça, Eric. Il y a CNews avec l'Arcom. J'allais y venir. CNews avec l'Arcom. Est-ce que tu as vu les 2 pauvres chaînes qui ont remplacé... T18 et Novo 19. Que oui, qui font à peu près la mire, quoi, tu vois. Encore, je crois, presque un peu moins. Et Hanouna, il refait 1,7 million, 1,8 million tous les soirs sur W9. Hanouna, il t'a toujours soutenu? Oui.
Oui. Moi, j'ai rien à dire T'entends de, bien. j'ai rien à dire de désagréable sur Cyril. Il m'a toujours reçu. Il m'a reçu même un an après mes histoires à Canal, alors que l'émission était quand même sur le groupe Canal, donc il fallait quand même le faire. Moi, je trouve que c'est un homme qui a du cœur. Il est énormément décrié, mais il a du cœur. Tu sais, moi, souvent, il offrait des cadeaux à des gens, mis dans le besoin. Il se trouve qu'une fois, il a offert plein de cadeaux à une fille de Reims que j'avais connue, qui était hôtesse au stade quand je travaillais au stade de Reims. Donc là, j'ai vu que c'était pas du faux, c'était du vrai, quoi. C'était quelqu'un que je connaissais, qui bénéficiait de sa générosité. Et voilà, c'est quelqu'un qui a du cœur. Tu parlais de CNews. Alors, on a appris cette semaine, c'est assez ubuesque, que Delphine Ernotte et Sybille Veil, donc les présidentes de France Télévisions et de Radio France, ont décidé qu'elles allaient attaquer CNews pour dénigrement. Alors, c'est quand même, enfin, même mieux que ça, pas que CNews, Europe 1, le JDD, Enfin, les Bolloré, Galaxy quoi. Bolloré, voilà. Ça t'inspire quoi? Bah, ça m'inspire que je pense que les avocats de CNews sont en train De rigoler d'abord. d'abord de rigoler, puis de constituer un dossier pour faire la même chose. Parce que je pense qu'en termes de dénigrement, ce que fait le service public sur CNews, c'est assez coquet, notamment sur France Inter. Moi, je pense que Delphine Ernotte ferait mieux de s'occuper de la situation financière dramatique. Ah non, pour elle, la priorité, je pense, c'est de s'occuper du mal de plus de 50 ans blanc. Ouais, d'accord. Surreprésenté, ça, ouais. Ouais, mais elle ferait surtout Patrick bien. Sébastien, qu'on avait reçu, je disais, lui pardonne pas. Enfin, en tout cas, est resté quand même très meurtri de cette histoire. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai T'en penses quoi de Patrick Sébastien, d'ailleurs? une sorte de répulsion physique pour Patrick Sébastien. Sérieusement? Ah, oui, sérieusement. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Il y a quelque chose qui me crispe chez lui, à tel point qu'un jour, il est rentré dans le studio où j'étais à RTL, et je me suis presque senti mal à l'aise. Mal, quoi. Tu vois. Quelle raison? Je sais pas. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il parle fort. Alors, ça peut paraître bizarre venant de moi, mais je souscris à rien dans sa personnalité. Alors là, en effet, je trouve ça assez surprenant, parce que je pensais que tu allais lui apporter ton soutien de manière entière. Au-delà de ça, je le soutiens dans son combat à France Télé, parce que l'émission qu'il faisait, le Grand Cabaret, c'était quand même quelque chose qui cartonnait et qui était un programme de variété, de qualité. Je pense d'ailleurs que l'émission de Léa Salamé ferait bien meilleure audience si elle avait la locomotive Sébastien avant. Moi, je regardais jamais, par définition, parce que je le supporte pas. Mais c'est étonnant que tu me dises ça, parce que ça renvoie au début de l'émission, et puis en plus, il a fait l'actualité cette semaine, il était même interviewé sur BFM. Beaucoup de gens, d'ailleurs, s'en sont émus, alors que j'ai envie de dire, quoi qu'on pense de Patrick Sébastien, il est tout aussi légitime qu'un politique. Pour donner son avis, je vois pas pourquoi... en revanche, ce qui est drôle, voilà... c'est une star. C'est une star. C'est une star, voilà. C'est une star, et c'est une star qui donne son avis. C'est quand même de plus en plus rare. Hein. Et il disait, donc sur le plateau de Bistré Liberté, je cite, « Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un racisme anti-blanc ou pas ?» Point d'interrogation. Bien sûr, comme il y a un racisme anti-noir, mais le racisme, moi, j'arrive pas à le comprendre. Pour moi, la France, elle est multiculturelle, multiraciale, à une condition, tu respectes les codes de la République dans laquelle tu es. Tu es d'accord avec lui? Ah, complètement. Non, mais j'ai pas dit que je détestais tout ce qu'il disait. Je disais que la personne. C'est la personne. Qui te dérange. C'est le côté, c'est le côté, tu l'as vu mon cul. Ah oui, mais bon, c'est très étonnant, parce que, permets-moi de te dire, je pense que ton public, il doit y avoir une partie de gens qui aiment beaucoup Patrick Sébastien aussi. Je te perçois comme étant très... Oui, alors, Eric, moi, je sais pas ce que ça veut dire, mon public. J'ai envie de dire un public au sens noble, il n'y a rien de critique dans ce que je dis, mais populaire au sens noble du terme. Je crois que mon public, c'est surtout les gens qui aiment le foot, quoi, tu vois. Alors, effectivement, aimer le foot, c'est très populaire. Ah, moi, je crois que ça dépasse, pour le coup. Je sais pas. Là, pour répondre à ta question, il faut une fatuité que, malheureusement, j'ai pas en stock. L'avis, d'ailleurs, que donnent tous les footballeurs, parce que là aussi, on les a entendus, tu me parlais Mbappé, mais Mbappé, il s'était exprimé
On l'entendait sur Naël, il a tout à Ça, fait. ça lui a, à Ouais, mon mais avis, en ça revanche, lui a sur d'autres, énormément nui. à géométrie variable, les indignations de Voilà, certains footballeurs. c'est-à-dire que pourquoi pas mettre un message pour la mort du petit Naël, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut faire un message pour Lola, il faut faire un message pour Nathan, il faut faire un message pour les autres, quoi. Et si tu fais un message que pour Naël et pas pour les autres, là, forcément, et ça, je pense que dans son image auprès de la population française, ça lui a fait énormément de mal. Énormément. Et tu penses que tous ces footballeurs, en effet, je vais poser une question très polémique, est-ce qu'ils méritent l'argent qu'ils gagnent? Alors, tu parles de quel footballeur? Tu parles de Mbappé ou tu parles du professionnel qui joue au Havre? Ça évolue évidemment de manière crescendo avec l'époque. Bah, c'est pas crescendo avec l'époque. Je pense surtout qu'entre Platini et la fortune de Platini et d'Mbappé, je pense qu'elle est pas. Oui, bien sûr, mais crescendo avec le niveau aussi. Je veux dire, combien il y en a de Mbappé dans le monde? 2, 3. Quand Ronaldo et Messi, qui sont déjà au crépuscule de leur carrière, ont arrêté, qu'est-ce qui restera comme grande star du football à part lui, Erling Haaland et voilà. Je veux dire, tout se paye. Hein, je veux dire, tout ce que ça draine derrière en termes de business. Puis bon, Mbappé, il donne quand même 30% de ses gains pour sa fondation. Hein, 30%, c'est pas rien. Hein. Après, moi, le footballeur trop payé. Il y a quelqu'un qui l'a vécu. Les fondations, je suis toujours un peu suspicieux parce qu'il y a aussi beaucoup de défiscalisation. Non. D'accord. Quand on arrive à filer 30% de tes gains, il n'y a plus de défiscalisation. Puis bon, lui, en plus, ce qu'il fait, ça se voit. Dont acte. Et s'il y a quelqu'un qui aurait dû être pas victime, mais touché par l'argent des footballeurs, c'est moi, parce que moi, je les fréquentais. Quand j'allais à Londres, j'allais chez Thierry Henry dans sa maison à 60 millions d'euros, dans sa Mercedes avec les portes qui s'ouvrent comme ça. Et moi, j'ai jamais envié leur fortune. J'ai jamais dit. Tu vois, aujourd'hui, tu vois en France, il y a 4 films en 2025 qui ont dépassé le million d'entrées. 4. Il n'y a pas un match de Mbappé où il va jouer, où le stade n'est pas plein à craquer. C'est-à-dire, on va faire que c'est en moyenne 60 000 personnes par match. Plus des millions, voire des dizaines de millions de gens à la télé. Ça a un prix. Ça a un prix. Personne ne va s'offusquer de ce que Tom Cruise prend quand il fait Mission Impossible. Après, le problème, c'est que quand les très grands footballeurs gagnent beaucoup, les grands footballeurs gagnent beaucoup, les footballeurs moyens plus gagnent beaucoup, les footballeurs moyens gagnent trop. Voilà, c'est ça. L'important dans le football, c'est comme pour tout, c'est qu'il faut en avoir pour ton argent. Un mec qui te fait gagner des matchs, il est jamais trop cher. Un mec qui te coûte beaucoup d'argent et qui t'en fait jamais gagner un, et qui même parfois t'en fait perdre, il est forcément trop cher. Chaque année, il y a en France une polémique autour, justement, en parlant de foot, de la rupture du jeûne pendant le ramadan lors des matchs de foot. La Fédération française de football interdit que les matchs soient interrompus pour ça, alors que nos voisins européens l'autorisent. L'an dernier, tu avais d'ailleurs, je crois, fustigé cette décision de la FFF. Pour toi, il faut l'autoriser ? Évidemment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le mec, il aille manger une madeleine, une date et boire un coup de flotte au moment de la rupture du jeûne? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tout à l'heure, je parlais du chiffon rouge qu'on agite devant les taureaux. Bah là, c'est pareil. Là, tu vas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Par contre, quand des musulmans refusent de participer à la journée contre les LGBT, là non plus, je suis pas d'accord. Mais casser le jeûne, évidemment. Moi, tu sais, j'ai été faire il y a longtemps un match de Coupe de France, Guignon-PSG, et il y avait un musulman dans l'équipe de... Le match était en début d'après-midi en plus. Le match commence et il y a un musulman dans l'équipe de Guignon. Je pense qu'au bout de 10 minutes de jeu, il est tombé dans les pommes.
Voilà. C'est-à-dire, je peux pas. Alors, ce qu'il y a aussi d'évident, c'est qu'aujourd'hui, tu ne parles que de ça. Il y a 15 ans, 20 ans, pourtant il y a 15 ans, il y avait des musulmans, il y avait le ramadan pareil. Hein. Moi, je me souviens, ça a été mon premier grand reportage pour France Football. Ça doit y avoir, mon Dieu, il y a au moins 30 ans, 35 ans. J'ai été voir Salah Assad, qui était un international algérien à Mulhouse. Il vient me chercher à la gare. Dans sa Mercedes, il y avait des trucs en arabe écrits sur le tableau de bord. Je lui demande ce que c'est. Il me dit c'est des versets du Coran. On va chez lui, j'étais accueilli par sa femme avec les gâteaux algériens. Et sa femme, il l'avait rencontrée le jour du mariage. Et en plus, j'ai été obligé de dormir chez lui parce qu'il y avait un congrès de la CGT, il n'y avait plus une chambre d'hôtel sur Mulhouse. Donc j'ai dormi chez lui et on a parlé religion toute la soirée. À une époque où c'était un sujet. D'ailleurs, le gars, quand il est reparti en Algérie, il a été au FIS, il a été en prison et tout. Mais je ne sais même plus pourquoi je racontais ça. Mais mais évidemment, quel intérêt d'empêcher les gens de casser le jeûne, quoi. Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent un malaise? Laisse-leur manger une date, un machin. C'est vraiment... En parlant de religion, t'es croyant, toi? Dans des moments difficiles que tu as vécu, tu as côtoyé la mort? Oui, j'ai côtoyé la mort et j'ai jamais demandé de l'aide à... Alors, il y avait ma mère qui était pratiquante pour deux, qui elle a beaucoup prié pour moi. Famille de catho? Hein? Catho, de famille? Mamie, ouais. Alors, comme j'ai dit, son père était juif, mais il s'était marié avec une catholique dans les années 20, ce qui vous donne une idée de son sens de l'humour à l'époque, déjà. Et mon grand-père était bâtonnier à Tunis. Et ça a été, évidemment, on déportait d'abord les juifs qui n'avaient pas d'argent et pas de pouvoir. Donc lui, comme il était bâtonnier, on lui disait Maître Bismuth, faut aller, il s'appelait Bismuth aussi. Comme Maître toi. Bismuth, allez vous cacher. Et puis bon, c'était visible. Moi, je l'ai pas connu, il est mort, j'avais 8 mois. Et était visiblement un très fort caractère, il n'était pas question qu'il se cache. Il a été arrêté par les Allemands. Et il s'appelait Victor Bismuth, et l'ordre de déportation de Victor Bismuth est arrivé pour Auschwitz, sauf qu'il y avait 2 Victor Bismuth dans le camp, et c'est l'autre qui est parti. Et 15 jours après, ou une semaine après, l'ordre de déportation pour Auschwitz, pour lui, est arrivé, mais en même temps que le débarquement annonçant les Américains sur les côtes tunisiennes. Donc les Allemands, ils se sont carapatés, ils lui ont fait le juif Victor Bismuth est autorisé à quitter la commandanture. Il a vu ça, il a dit je pars pas, il me faut un papier officiel. Et un quart d'heure après, il avait maître Victor Bismuth, bâtonnier à la cour de Tunis, est autorisé à quitter la commandanture. Et donc, ma mère était catholique, puisque sa mère était catholique. D'accord. Mais moi, non. Moi, la religion... Alors, en tout cas... Mais je respecte. Je respecte les croyances de tous. Je suis très proche de la communauté juive. Parce que mon grand-père, parce que beaucoup d'amis de mes parents, parce que René Taïeb, qui est un excellent ami à moi, qui est président de la communauté juive du Val d'Oise. Et voilà. Cette semaine, il y a une autre actualité du côté des sondages. Là, pour le coup, c'est l'IFOP qui a fait l'actualité avec la publication d'une étude réalisée pour le magazine Écran de Veille intitulée « État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France ». On y apprend notamment que 57% des 15-24 ans interrogés mettent le respect des règles de l'islam au-dessus des lois françaises. Il est aussi écrit que 59% des moins de 25 ans sont pour l'application de la charia, la loi islamique, dans les pays non musulmans. Cette radicalité de la jeunesse musulmane qui est décrite par l'IFOP, elle t'inquiète? Pour moi, c'est un alibi. C'est-à-dire Pour moi, c'est un alibi. C'est une façon pour certains de cacher ou de masquer ou de camoufler leur délinquance. Tu vois? C'est-à-dire, je vais agresser une nana parce que sa jupe, elle est trop courte. Je mets ça sous le compte de la religion alors que je l'agresse parce que j'ai juste envie de l'agresser. Comment tu expliques cette évolution quand même du pays, quand même de la France, puisque bon, en effet, ce type de sondage déjà, déjà en soi,
sidérant qu'on en arrive à... Déjà, ce qui est sidérant en soi, c'est de faire ce sondage. Déjà. Parce que j'ai envie de te dire, si tu poses la question, c'est que tu as déjà une idée de la réponse. Donc, ouais, forcément, ça fait peur. Ça fait peur, mais... Tu penses qu'on Mais je peux pas, ma femme et moi, on a une très très bonne amie, Nazia, qui est voilée, qui en plus a perdu une fille qui était handicapée, voilà. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, qui a beaucoup de valeurs, et je respecte profondément sa foi, parce que je respecte les gens qui ont la foi des gens. C'est pas parce que moi je l'ai pas que... Et ça m'emmerde qu'on fasse l'amalgame entre la religion de cette femme, qui est une femme de bien, qui est une femme d'honneur, et les petites racailles de banlieue qui servent du Inch'Allah toutes les phrases, et qui s'en servent comme d'un alibi. Et tu vois, je vous ai encore fait le coup de j'ai une très bonne amie voilée. C'est le dire. Mais voilà, c'est effectivement un problème, mais il y a un problème de justice en France, quoi, tu vois. Je veux dire quoi, encore une fois, je vais revenir sur Sarkozy. Tu peux pas filer 50 tôles à un ancien président de la République et enlever 2 ans de prison à un gamin qui a violé une jeune fille parce que juive. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Tu penses que tu payes ta grande gueule aussi parfois? Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. C'est vrai qu'on parlait des artistes tout à l'heure, et de la même façon que moi je te parlais aussi des footballeurs. À un moment, tu as envie de leur dire, bon, jouez au foot, et puis le reste, mais en même temps, ils sont légitimes aussi à donner leurs avis. Hein, ça, c'est surtout qu'on leur demande. Je veux dire, moi, si tu me demandes pas mon avis, je le donne pas. Je veux dire, tu as raison. Mais c'est vrai qu'on me reproche, dans mon face à Pierrot le lundi, j'ai de temps en temps une question politique, et de temps en temps j'y réponds. J'ai une question sur le conflit israélo-palestinien. J'allais y venir, tiens, j'hésitais à te la poser. Ouais. T'as une position là-dessus? Ma position, c'est qu'on a affaire à 2 camps qui ne veulent pas faire la paix. Au fond d'eux. Que ce soit Netanyahou et sa clique, ou le Hamas, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est continuer à se foutre sur la gueule. Donc, à partir de là, je ne vois pas comment on peut trouver une solution juste et durable, comme on dit du temps de Camp David. Donc c'est très très compliqué. Mais tu vois, j'avais eu un petit shitstorm quand j'avais publié un truc pour tu sais, quand l'arbre qui avait été planté pour Halimi avait été scié. Et on m'avait dit, est-ce que les Juifs font à Gaza? Je dis, mais c'est quoi le rapport? Je dis, Halimi, il a été assassiné 15 ans avant le 7 octobre. De quoi vous me parlez, quoi? Donc Ilan Halimi, parce qu'il est juif, il est responsable de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui? Amir, il peut même pas chanter à Brest? Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est aujourd'hui la force qu'a repris l'antisémitisme en France. Et l'antisémitisme en France, on sait d'où il vient. Hein, il est instrumentalisé par la LFI. C'est ça qui me fait marrer, c'est qu'Arcilia Soulet, elle me signale au procureur de la République. J'ai envie de dire, mais t'en as reçu combien, toi, des signalements, là, tu vois? Et toutes les saloperies que tu fais, sérieusement. Sérieusement. En même temps, moi, avoir Ercilia Soudet comme ennemi, ça me va très bien. Hein. Je dirais même, ça me flatte.
Mais Et elle, en effet, qui rigolait lors d'un événement quelques jours après. ouais, Puis, voilà, tu vois. réunion, Et 27 octobre. je ne comprends pas cet amalgame qu'on fait entre juifs et forcément soutien à Netanyahou. Ils le savent, les dizaines de milliers de gens qui manifestent régulièrement en Israël contre le gouvernement Netanyahou. Et ces gens-là aussi, ils sont, pour eux, ils sont dans le même panier. Dans le même panier parce que juifs. C'est pas possible. Je trouve ça. Après, le problème, le problème. Excuse-moi, les joueurs de foot que tu côtoies, leur camp, ils l'ont choisi, entre guillemets. Hein. Il y a Et pas alors, beaucoup de qu'est-ce que soutien. j'en ai à foutre? Moi, c'est pas parce qu'ils sont footballeurs que je dis amen à tout ce qu'ils font, hein. Mais ils peuvent pas. Je veux dire, ils viennent tous de la cité, de la banlieue. Je veux dire, les Maghrébins, tout ça, c'est leurs copains. Les Juifs, ils n'en connaissent pas. Ils n'en connaissent pas. Des Juifs dans le foot, il n'y en a pas. Donc, forcément, tu vas du côté que tu connais. Ça me choque même pas. Ça me choque même pas. Comment tu vois l'évolution de ce pays, de notre pays, la France, dans Très les mal. prochaines années? Très mal. Très mal. T'as Très entendu, mal. parce qu'il y a quelque chose, alors là, en plus, ça nous fait parler plus largement pour la fin de cette émission, et je te remercie encore de nous donner ton avis, parce qu'en effet, quoi qu'on en pense, moi, je pense que justement, tu représentes pas mal de monde, et on a vu cette semaine le chef d'état-major des armées, le général, je sais pas si tu as suivi ce truc, qui a dit qu'il fallait qu'on se prépare À souffrir. Ah non. Écoute, je vais reprendre exactement le terme exact, parce que là, franchement, j'ai même pas les mots, moi, à titre personnel, mais voilà, bon, je suis censé être observateur ici et pas... Alors voilà, écoute bien. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement, alors on est en risque. Voilà ce qu'a osé nous dire bien au chaud à Paris cette semaine le général Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées. Il faisait évidemment allusion à une possible, selon lui, agression de la Russie à l'égard de l'OTAN et des pays occidentaux. J'ai envie de lui dire déjà que pour ce qui est de souffrir économiquement, je pense qu'on a déjà pris pas mal d'avance. Non mais s'il n'en accepte... Non mais si... En gros, si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants... Mais... Enfin, moi, excuse-moi, et d'ailleurs, c'est même Ségolène Royal lui a répondu. D'ailleurs, on va mettre le tweet de Ségolène Royal à l'image. Non, monsieur le chef d'état-major des armées, la France n'acceptera pas de perdre ses enfants au profit d'un pouvoir en dérive qui, comme l'écrivait Machiavel, est tenté, je cite, de déclencher une guerre pour éviter des troubles intérieurs et qui finit toujours par accélérer sa propre perte. Ou encore, je cite, « Le peuple peut toujours être contraint à obéir à tout, il suffit de lui faire peur, de lui dire qu'il est attaqué et de dénoncer les pacifistes comme antipatriotes et même de les exécuter comme ce fut le cas pour Jean Jaurès. Pour maintenir un peuple dans l'obéissance, inventez-lui un ennemi. Eh bien non, alors de deux choses l'une. » Face à ces déclarations délirantes qui vont renforcer l'anxiété des jeunes déjà au plus bas, déstabiliser l'économie française, ridiculiser la France, soit Emmanuel Macron, qui s'est dit, rappelons-nous, fervent lecteur de Machiavel, est au courant et a validé ce texte et dès lors il doit s'expliquer. Soit ce n'est pas le cas, le chef d'état-major doit être démissionné. Le rôle de la France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est d'agir pour la paix en Ukraine en obtenant une force internationale de stabilisation comme l'a fait Trump pour Gaza. C'est bientôt fini. Et le pire, c'est que nous sommes quelques jours après le 11 novembre, fin de la terrible boucherie de la guerre de 14-18 dont tous les historiens relèvent les causes dérisoires et l'excitation d'un carteron de va-t-en-guerre qui ont envoyé des millions de paysans et d'ouvriers arrachés à leur village se faire massacrer. Cette guerre qui, mal conclue à Versailles par un Clémenceau aveuglé par l'intransigeance, mais qui croyait bien faire, a directement conduit à la montée d'Hitler, à la Shoah et à la seconde effroyable guerre de 40. Sachons tirer les leçons de l'histoire. Stop au virilisme toxique qui n'est que la compensation de l'effondrement d'un pouvoir à la dérive inquiétante. L'Assemblée nationale doit exiger un débat et ne pas laisser un carteron de va-t-en-guerre détruire le moral et la morale de la nation pour sauver un pouvoir déconsidéré et détesté. Moi, je dis chapeau, Madame Royal. Et Ouais, franchement,
pareille. Je l'ai rarement entendue aussi bonne. Et je me serais pas imaginé dire ça un jour. Non, Je l'invite quand elle veut sur ce Non, plateau. non, c'est remarquable et c'est certainement Donc, très est-ce vrai. que tu es prêt à perdre tes enfants pour l'Ukraine contre la Russie? Ah, certainement pas, non. C'est vrai, quelqu'un qui a mis en commentaire, il faudrait qu'on commence dans ce cas-là par les siens. Non, mais enfin, je te dis, je n'ai même pas de mots. Non, puis c'est surtout totalement décalé par rapport à... Quand même rappeler que la France n'a pas de budget et qu'il reste, à mon avis, 1200 amendements à discuter. Enfin, effectivement, ça mériterait un débat au Parlement, mais ils ont que ça à foutre, les parlementaires. Tu disais économiquement, on est mal, mais en revanche, quand il s'agit de trouver de l'argent encore à envoyer en Ukraine, alors là, c'est magnifique, c'est magique, on en trouve. Non, mais pour nos agriculteurs... J'ai surtout l'impression que le dénommé Zelensky, il a quand même pas oublié de prendre sa part au passage, quoi, tu vois. Donc, ça me gêne un peu. Pas certain que l'Ukraine soit le pays le plus démocratique du monde non plus. Je comprends pas comment on a pu s'enliser à ce point-là dans ce conflit, et surtout je ne vois pas en quoi ces déclarations-là peuvent avoir un quelconque intérêt. Je suis bien d'accord. Il faudrait qu'il y ait un peu d'apaisement, quoi, tu vois. Je me suis dit à l'horizon 2030, enfin c'est histoire vraiment de nous, enfin je sais pas, de nous faire peur, parce que finalement avec la peur on peut peut-être faire des choses. Bah, tu as envie de dire, oui, effectivement, j'en suis arrivé à une telle détestation de Macron que tu te dis qu'effectivement, ce que dit Ségolène Royal dans son texte peut effectivement être une manœuvre de Macron pour rester au pouvoir. Effectivement, c'est une possibilité que je n'exclus pas. Et en même temps, tu me disais tout à l'heure que j'étais complotiste. Ça aussi, c'est du complotisme. Mais bon, tu es obligé aussi d'avoir les yeux ouverts, quoi. Comment tu peux sortir un truc pareil, quoi? Qu'est-ce que tu penses d'un Donald Trump? Bah écoute, il a réussi à Gaza, même si bon, j'ai l'impression que le cessez-le-feu, il est pas tellement respecté. Mais enfin bon, il y a quand même, malgré tout une forme d'accalmie. J'ai quand même du mal. J'ai du mal avec le personnage. J'ai du mal. Tu vois, je me J'ai disais du mal avec sa vulgarité, son agressivité, son manque de classe, quoi. Tu vois. Je trouvais qu'Obama était extrêmement classe. Est-ce qu'on demande en priorité à un président d'être classe? Moi, non, fous, hein, non. Dans ce cas-là, vote pour Patrick Sébastien. Mais non, mais tu l'as dit, c'est la différence, c'est la popularité. Tu parlais d'Obama, Trump, bon, je suis pas sûr aujourd'hui qu'Obama soit très populaire. Hein. Non. Il a beau être très classe, bon, très bien. Oui, je suis d'accord. On a une affiche d'Obama à la maison chez nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait beaucoup. Moi, j'avais entendu reprocher à Nicolas Sarkozy aussi, ce côté un petit peu, voilà, de ne pas être. Bah, évidemment, c'était pas Mitterrand, mais bon, au moment, on demande à un président d'être efficace, quoi. Donc, l'attitude, bon, est-ce que c'est si important finalement? Macron, c'est vrai que les a un peu enchaînés, les symboles. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans cette fin de règne? Je vais te dire, moi, ce qui m'a le plus choqué... Tu l'as croisé déjà, Macron? Jamais. Ce qui m'a le plus choqué, c'est pas de Macron, c'est Yael Braun-Pivet, l'autre jour, qui a repris un député du Rassemblement National parce qu'il demandait à Sandrine Rousseau d'arrêter de hurler. Ouais, je me souviens. Donc elle s'est montée sur ses grands chevaux, sexisme, machin, alors que 3 semaines avant, elle disait pareil à Sandrine Rousseau. Donc soit elle est frappée d'Alzheimer, ce qui est possible, soit elle se fout de la gueule du monde, ce qui est possible aussi. Et non, Macron, c'est... là,
le recalcul des taxes foncières, là, c'est pas normal si le mec il a une baignoire dans son appart qui paye. Non, mais vous êtes sérieux, quoi. Vous en piquez pas assez du pognon comme ça, quoi. Vous en piquez pas assez du pognon. Ouais, si tu veux, si je peux parler de moi, là, je suis en train de calculer ma retraite. Je serai en retraite. Aujourd'hui, tu gagnes combien, si pas indiscret, tu peux le dire ou pas? Ça Rien. Là, aujourd'hui, rien. Je suis en fin de... Canal, tu gagnais, c'était une fortune, enfin, tu gagnais dans tes plus belles années par mois. Si tu peux le dire. Hein, à Canal, je gagnais 8 000 par mois. Ah bon, pas plus que ça. Et 100... Pour le Canal Football Club. Attends, 8 000 par mois et 180 000 de droits d'image. Ah, c'est intéressant, ça. Par an. Plus mes contrats que j'avais avec Unibet, FIFA. C'est sidérant, je pensais que tu... Oui, donc tu avais beaucoup de contrats commerciaux à côté. Voilà. Donc, dans des plus belles années, tu émergeais à l'année... Entre 4 et 500 000. Ouais. Donc tu es à l'abri du besoin. Oui, tu as quand même mis de côté. Si tu veux, tu n'as pas tout flambé. Non. Mais le truc, si tu veux, c'est que là, il faut que je calcule ma retraite. Et j'ai eu une partie où j'étais payé en facture, des pays où j'étais en CDI. C'est extrêmement compliqué. Puis alors, moi qui suis nullissime avec les papiers, j'ai donc embauché un cabinet qui calcule ça, et qui est toujours en train de le calculer. Mais là, je suis en fin de droit au niveau du chômage depuis le mois dernier. Donc, ce qui fait que là, entre là et avril, je ne touche plus rien. D'accord. Je vis sur mes réserves, quoi. Et tu as des perspectives de nouveaux contrats? Aucune. Ah ouais. Absolument aucune. Les gens ont perdu mon numéro. Comme je dis souvent, je suis devenu un pestiféré. Et, au risque de paraître immodeste, je ne comprends pas qu'une station de radio ou qu'une chaîne de télé ne se soit jamais dit « Tiens, si on lançait le Gros Ménès, ce serait peut-être, ou l'ex-Gros Ménès, puisque tu m'as fait la gentillesse de me dire que j'avais beaucoup maigri. » Non. Pourtant, Harry Habitant refait les spectacles, à ma grande joie d'ailleurs, hein, que le mec il a été innocenté 3 fois par la justice, mais il y a encore des nanas qui viennent hurler au viol devant les théâtres où il joue. Jean-Marc Morandini est toujours à l'antenne tous les jours sur CNews, donc tu vois, bon, tu peux... Mais non, personne ne me... Et pourtant, j'ai des gens où je me sentais extrêmement proche d'eux, qui ont des postes de très haute responsabilité. T'es déçu parce que tant qu'à balancer, aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est que tout le monde t'ouvre ta gueule et que tu oses dire les choses. Il y a quelques personnes qui t'ont vraiment fortement déçu dans ce métier, qui étaient des amis, qui t'ont tourné le dos. Alors, qui étaient des amis, non. Mais qui m'ont déçu. Alors, t'es déçu quand t'es surpris ou t'es déçu quand t'es pas surpris? Non, parce que j'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris. Dès que cette histoire a commencé, je savais très bien que tout le monde allait me laisser tomber. L'histoire de Canal. Ouais. Donc, qui t'a déçu? Là, j'ai envie de dire. Hervé Matou, Laure Boulot, Dominique Armand, enfin tous les gens avec qui je participais au Canal Football Club. Ces gens-là, jamais... Pas de son, pas d'image. D'accord. Depuis 4 ans. Débranché. Non, débranché. À Canal, les gens avec qui... J'ai envie de te dire, pour ce qu'on... Enfin, ces gens-là, tu me les cites parce que je suis pas dans le football, mais... Parce qu'on en entend beaucoup parler de ces gens-là encore. Enfin, non, mais si tu veux, il y a des gens à Canal avec qui j'ai encore des contacts. Laurent Paganelli, qui prend toujours beaucoup de nouvelles de moi, très gentiment. Pascal Pro, t'es toujours... Oui, Pascal Pro, qui... on se croise une fois tous les étés. Un petit peu ou pas? Où? Dans ses émissions Ah non. Non. Non, mais encore une fois, je te rappelle que j'habite pas Paris, hein, donc ouais, enfin bon. je vais pas... Parce qu'ils sont pas un billet de train près, hein. Ouais, peut-être, ouais, mais... Non. Ça te manque pas plus que ça? Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Et tu regardes, t'es encore client de ces médias? Ah oui. Pas du tout. Je regarde jamais ces news. C'est beaucoup trop à droite pour moi.
Tu vois, ça te renvoie quand tu m'as cuisiné pour savoir si c'était Bardella, Mélenchon, si je voterais pour. Ces news, ça m'arrive par exemple l'autre jour, j'étais. Pourtant, c'est devenu la première chaîne info de France. Oui, peut-être, mais d'abord, je regarde. Moi, je faut remettre les choses dans leur. Je suis d'accord, c'est marrant, tu me permets de faire une petite digression, une parenthèse. Aujourd'hui, la moyenne d'âge toutes les chaînes info françaises, c'est 55-65 ans, et ça va au maximum à 4% de part d'audience. C'est mon créneau, hein, voilà. 55-65. Mais ce que je veux dire, les jeunes, il n'y en a plus un seul qui regarde la télé, encore moins les chaînes info. Mais dire, ça non, fait, moi, ce que je regarde, c'est les grandes gueules le matin. Ah, quand même, d'accord. J'aime bien. Donc ça, tu regardes quand même ça à la télé, alors? Oui, je regarde les grandes gueules à la télé le matin, là, en prenant le petit déjeuner avec mon chien. Riolo, des gens comme ça, enfin, je sais plus si, non? Pas Riolo, non? Riolo. Ah oui. Ah non, c'est Truchot-Marchal, pardon. Oui, Truchot-Marchal. Riolo, il fait l'émission d'Estelle à midi. Et c'est vrai, ils t'ont jamais appelé pour y participer? Pour y participer, non. J'ai été invité 2 ou 3 fois. Et c'est vrai, quoi. Mais pour y participer, non. Mais pour que je puisse participer à quelque chose sur RMC, il faudrait qu'il y ait le feu vert de la direction. Et quand je disais que j'avais quelqu'un dont j'étais extrêmement proche, bah c'est la personne qui dirige RMC, Karim Nedjari, qui a perdu mon numéro. Et tu le regrettes bien. Comment? Tu le regrettes, ça? Bah, je regrette déjà qu'ils me proposent pas de boulot, oui, mais même qu'amicalement, ils prennent pas de mes nouvelles, oui, je le regrette. Je le regrette parce que c'est quelqu'un que j'aimais profondément. Il était à Canal avant de partir à RMC il travaillait sur le Paris Saint-Germain quand il était au Parisien. Moi, j'étais à l'équipe et malgré la rivalité que nos chefs voulaient entretenir entre nous, on était devenus vraiment très très proches. Et lui, plus que le fait qu'il me propose pas de boulot, ce que je regrette, c'est d'avoir perdu son contact et d'avoir perdu son amitié pour des raisons que je ne connais pas. Parce que c'est avant mes histoires en plus. Donc, je veux dire, même au moment de mes greffes, il était venu me voir à l'hôpital avant que je sois greffé. Et puis, à un moment donné, bon, plus de son, plus d'image. Mais j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Hein. Tu sais, moi, il y a un de mes traits de mon caractère, c'est que quand il m'arrive quelque chose de mal, c'est-à-dire quand même assez souvent, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand il y a eu cette histoire, justement, sur Télé Liberté, je me suis dit, mais j'ai pas pu dire ça quand même, tu vois? Oui, tu en as fini par douter. J'ai fini par douter, effectivement. Effectivement, quand j'ai vu le deuxième extrait, j'ai dit, non, voilà, j'ai... Et même le premier, moi je dis encore une fois que le premier, voilà, la preuve, sinon tu aurais été poursuivi en justice et tu aurais été condamné si tu avais dit. Bah oui. Parce que beaucoup de gens prêtent. Bah oui. Écoute, non, là, ce coup-là, pour une fois, la justice me laisse en paix. On arrive bientôt à la fin de cet entretien et encore une fois, je te dis, c'est toujours vraiment très émouvant aussi de t'entendre parce que bon, voilà, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, au moins, voilà, tu assumes et voilà, tu assumes. Et c'est pour ça que ça mérite quand même un peu le respect. On va terminer avec du foot, parce que c'était une spéciale, on va dire pour moi, quand même, foot, le sujet principal. L'été prochain aura lieu la Coupe du Monde, justement on parlait de Donald Trump, l'été prochain aura lieu la Coupe du Monde de football, donc aux États-Unis, au Mexique, au Canada. On a donc vu ces moments d'unité, ces scènes de liesse populaire lors des précédentes Coupes du Monde 2018, 2022, avec des drapeaux à l'époque français partout. Tu penses que ce sera encore le cas l'été prochain? Ou ce drapeau français, il en a pris un peu dans la figure? Parce qu'aujourd'hui, si tu sors un drapeau français, c'est que tu es forcément d'extrême droite. Sauf le foot. Je pense que si l'équipe de France... On voit beaucoup de drapeaux français dans les matchs de foot, toi? Ah oui, dans les matchs de foot, au stade, oui. Ah oui? Ah oui, au stade plein. Alors écoute... au stade plein. De toute façon, ils sont distribués, donc c'est pas compliqué. Tu les vois beaucoup agités? Oui. On voit vraiment que tu regardes pas. Pourtant, je regardais. Ouais, mais je pense que si l'équipe de France joue bien et va loin, il y aura forcément un engouement populaire. Parce qu'il y a de toute façon une volonté malgré tout, de faire la fête du plus grand nombre.
Voilà, quoi. Donc, non, là, au contraire, je souhaite que l'équipe de France soit brillante à cette Coupe du Monde, justement pour redonner au pays cette bouffée de solidarité, d'humanité qu'on a vue pendant les JO. Ah, les JO, il y avait aussi autre chose, tiens, tu me tends la perche, là, parce que c'est vrai qu'il y a même Nelson Montfort qui en a parlé récemment. Là, c'est JO. La cérémonie d'ouverture. Ouais. J'ai pas tout aimé. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Et j'ai surtout pleuré comme une madeleine quand Céline Dion a chanté. D'abord parce que je suis, comme tout bon beauf qui se respecte, un grand fan de Céline Dion, que j'ai eu la chance de voir le jour de mon anniversaire à Bercy. Et il y avait un suspense, on savait qu'elle était à Paris, mais on savait pas si elle allait chanter, on savait pas si elle aurait la force et tout. Et il y a ces images dantesques où elle est au sommet de la Tour Eiffel, sous la pluie, elle chante d'une façon bouleversante. Et pour moi, c'est l'événement. Enfin, pour moi, quand on n'a que l'amour de Céline Dion, ça a tout emporté sur la cérémonie d'ouverture. Il y a eu des très très beaux moments, la vasque avec le vieux champion olympique qui est décédé. C'est pas ces moments-là auxquels je pensais, moi. Non. Mais, de toute façon, quand tu fais un truc comme ça, t'es toujours critiqué. Enfin, bon, là, on cherche un peu Comment la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin, c'était trop à droite, trop de beauf, trop béret baguette. Bon, mais de toute façon, quand tu fais un truc comme ça, tu te fais forcément tailler parce que si tu mets Victor Hugo, on va te dire pourquoi t'as pas mis Napoléon. Si tu mets Napoléon, on te dit pourquoi t'as pas mis Jeanne d'Arc. Si tu mets pas Jeanne d'Arc, on te dit pourquoi t'as pas mis Pierre et Marie Curie. Donc de toute façon, si tu veux tailler ça, si tu mises pourquoi t'as mis Yann Nakamura avec la garde républicaine, alors que moi je trouvais plutôt le clin d'œil sympa. Visiblement t'es pas fan, mais pour le coup j'ai trouvé, je le craignais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je suis tombé dans le coma chez moi à La Baule, évacué par les pompiers par la fenêtre et tout. Quand je me suis réveillé, il y avait un mec en blouse blanche et en bermuda dans ma chambre. Et je me suis dit mais c'est qui ce con qui est en bermuda et en blouse blanche? Et ce con, qui était le chef de la réa de l'hôpital de Saint-Nazaire, est devenu un ami très proche.